France Maghreb 2. Au sommaire de ce grand forum pour ce retour et cette nouvelle année 2019 jusqu'à 18h avec cette question du jour. Comment avez-vous trouvé le discours du président Macron lors de ses vœux du 31 décembre? Bon ou mauvais? Eh bien la question, vous y répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Nous parlerons aussi, bien sûr, de la Légion d'honneur attribuée au sulfureux écrivain français Michel Houellebecq tout à l'heure. Et puis, passeport diplomatique, conversation avec Emmanuel Macron. Comment l'Elysée et le Quai d'Orsay répliquent à Benalla? Réponse tout à l'heure avec nos chroniqueurs pour aujourd'hui. Faiza Ben Mohamed, Taha Bouaps et Youssef Brakni, le retour. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, ravi de vous retrouver une nouvelle fois, une très belle et heureuse année 2019 à toutes et tous, bien sûr, sur France Maghreb 2, une nouvelle année civile qui commence avec, comme le veut la tradition, lors de la nouvelle année, les fameuses révolutions, vous savez, que l'on prend le 1er janvier et que le 3 janvier on oublie. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça marche. Salut Youssef Brakni, comment ça va Youssef? Salut à toutes les auditrices et auditeurs, bonne année à toutes et à tous. Ça va super. Ça fait plaisir de te voir Youssef, ça fait longtemps. J'ai une année 2018 chargée au niveau militant. Oui. Tu as pu le voir un peu partout. Oui. J'étais un peu, je gambadais dans toute la France, conférence sur conférence, mais pour la bonne cause. Évidemment, toujours l'affaire Adama. Adama, puis après on a essayé d'élargir un peu à plein de questions, les gilets jaunes, le monde rural, j'en parlerai après si vous voulez. Oui, on va faire plein de choses dans 2019. On en profitera de ta présence pour faire un peu le point sur tout cela. Ouais. Et surtout ce qui s'annonce d'ailleurs du côté de cette année 2019. Il y a peut-être des gros rendez-vous déjà fixés. Oui, c'est clair, là 2019 il va y avoir des grands rendez-vous. Déjà je pense qu'il y aura la poursuite du mouvement des gilets jaunes dans lequel on est pleinement investi. Et puis à mon avis il y aura une grosse mobilisation qu'on prépare là, une marche sur l'Elysée avec le comité Adama et d'autres familles de victimes sur la question des violences policières, sûrement au printemps 2019 Inch'Allah, c'est-à-dire une grande marche en direction de l'Elysée. Très bien. Une grande marche, d'accord. Ok. Faites gaffe que ça se termine pas comme Éric Drouet. Ouais, de toute façon, on est déter, il y a plus que ça, on a tout fait de toute façon. On a fait des marches, on a déclaré, on a vu le résultat quoi. Bon, alors résolution pour toi Youssef, c'est quoi la résolution? Ta résolution pour cette année 2019? Je sais pas. Ouais, d'accord. Mettre plus de bazar, mettre plus de bazar en France. Bon. C'est pas encore assez. Bon. Faiza Ben Mohamed, bonjour Faiza. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les auditeurs et auditrices et bonne année à tous. Bonne année ma chère Faiza, comment ça va? Ça va, super bien. Tu as bien réveillonné? J'ai pas du tout réveillonné, j'étais sur la soirée deuxième. Formidable. Voilà, la soirée. Alors on réveillonne comment sur deuxième le 31 décembre? Ils avaient l'air de bien s'amuser. Moi, tu sais, depuis mon canapé, c'était plutôt calme, mais eux, ils avaient l'air de passer une bonne soirée. Bon, très très bien. Alors, et toi, est-ce que tu as une résolution pour cette année 2019, Faiza? Alors, j'en ai fait une. C'est une résolution sportive que je me fais chaque début d'année, puis que j'abandonne vers le 15 janvier. Là, j'ai décidé de m'inscrire à la boxe. Donc, je vous dis ce qu'il en est après. On remarque avec tous les détracteurs que tu as sur Twitter, c'est plutôt pas ensuite, bien vu. Je proposerai des combats sur des octogones comme Booba et attention, les identitaires. Parce que faut le dire quand même, Faiza, tu fais quand même l'objet d'un harcèlement assez soutenu sur Twitter, de la part de, alors on va pas dire que de la fachosphère, mais de la part de nombreux imbéciles, qui opèrent sur la sphère Twitter. Tout à fait. On les nourrit ces gens-là, je crois. On les nourrit. Et alors réponds, cher Youssef, je sais pas si tu regardes un petit peu ce qui se passe, mais avec beaucoup d'ironie à chaque fois. Faiza, oui, non, mais je regarde, je vois, elle s'en sort très très bien. Elle cartonne sur Twitter même. Ah oui. Mais après c'est le jeu de Twitter quoi. C'est un peu le revers de la médaille, c'est-à-dire que plus on cartonne, c'est le jeu, plus on cartonne et plus on est attaqué quoi. C'est ça que j'évite moi je m'investis pas trop sur Twitter. C'est le Mordor. Alors un autre qui est très controversé aussi sur Twitter, c'est Taha Bouaps qui sera avec nous dans quelques minutes. Je sais pas où il est, t'as des nouvelles? Non, j'ai pas de nouvelles. Je vous vois souvent ensemble en ce moment, alors peut-être dans une chicha, il a été perdu. Bon, peut-être qu'on va le retrouver d'ici 18h, notre ami Taha. Il est un peu imprévisible, c'est comme ça. Ouais. Bon, alors, pour commencer cette émission du LGF, la première de l'année, de cette année 2019, d'abord encore une fois, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui risque d'être très rempli en matière d'actualité, ça c'est sûr, avec tout d'abord les vœux du 31 décembre, c'est traditionnel, ils étaient attendus, ceux d'Emmanuel Macron. Une colère a éclaté qui venait de loin. Colère contre les injustices,
contre le cours d'une mondialisation parfois incompréhensible, colère contre un système administratif devenu trop complexe et manquant de bienveillance. Alors c'était debout, un petit peu le changement opéré dans ses vœux du 31 décembre, il était debout donc Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a convaincu? L'exercice lundi soir de l'allocution du 31 décembre, cet exercice était donc délicat, hein, comme je disais tout à l'heure, avec une situation qui est tout autant entre le toile de fond, la crise des gilets jaunes. Verdict, hier, un sondage réalisé après le discours du président. 6 Français sur 10 n'ont pas trouvé Emmanuel Macron convaincant. Youssef, est-ce que tu as trouvé Emmanuel Macron bon, convaincant pour les vœux du 31 décembre? Bah, il a fait des vœux à l'américaine, debout, à la Obama, quoi. Mais non, franchement, il n'était pas du tout convaincant. Il avait l'air complètement isolé, debout dans cette pièce vide. Parce que moi, je sais pas si vous avez vu les gros plans, tout était vide autour. Il y a même une blague qui circulait comme quoi les déménageurs avaient déjà pris les chaises, les tables, etc. qui préparaient déjà son départ, quoi. Non, il était pas du tout convaincant. Il me donne l'impression de quelqu'un qui s'isole complètement, qui coule. D'ailleurs, il faut absolument lire Mediapart sur Benalla. On va en parler tout à l'heure. Interview. Ouais, bon, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, mais en tout cas, vite fait, il dit que Macron est complètement isolé, il est entouré de technocrates, d'énarques, qui l'isole totalement de la réalité. Et c'est vraiment l'impression qu'il a donné quand j'ai vu ses vœux, quoi. Et puis évidemment, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est sa phrase où il dit que l'ultralibéralisme est fini, quoi. C'est à mourir de rire, surtout qu'aujourd'hui on vient d'apprendre que le contrôle des chômeurs va devenir encore plus accru, plus à partir du mois de mars. Voilà, on fait encore la chasse aux pauvres, aux plus précaires. Donc voilà, c'est pour moi ça coule. Alors Faiza, est-ce qu'il a été bon et convaincant Emmanuel Macron lundi soir? Non, absolument pas convaincant. Il a fait, moi j'appelle ça un discours pour rien. Il a rien annoncé, il a rien dit. Son discours, il était vide. Il a parlé pour parler parce que l'exercice semble être à peu près obligatoire. Alors, sans revenir sur la forme, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Youssef, donc je vais pas répéter. Mais au-delà de ça, même sur le fond, quand il parle, il essaye. Alors, il a essayé, mais c'est hyper mal fait parce que c'est faux. De montrer une espèce de compassion, alors quand il parle des femmes qui élèvent des enfants tout seuls et qui galèrent, machin. Et en fait, il propose rien à ces gens-là. Il dit oui, je vous ai compris, je vais ci, je vais ça. Et en fait, il fait rien. Il a jamais rien fait depuis le début de son quinquennat. Et a priori, il fera rien parce qu'on est bien d'accord que avec les mesures là qu'il est en train de faire naître, avec les contrôles de Pôle emploi, même sur tout ce qu'il a promis avec les gilets jaunes, il promet pour ceux qui travaillent de les sortir un peu d'un revenu minimum, mais il a rien fait pour les gens qui sont au RSA, il a rien fait pour les gens qui ne trouvent pas de travail. Il soupçonne tout le monde de vouloir frauder, alors que ce soit la CAF ou le Pôle emploi ou peu importe quel organisme de subvention. Enfin, à un moment donné, il faut qu'il arrête. Il est en train de se noyer en fait, il s'enfonce dans une politique que les gens rejettent et il n'a pas l'air de comprendre ça. Vous n'avez pas l'impression finalement que c'était un président qui dirigeait un pays qui était en crise, quoi, Youssef? Lundi soir, on a l'impression que c'était un pays dans lequel tout allait bien. Bah c'est ça, de toute façon c'est vraiment l'impression que ça donnait. Quand je dis que voilà c'est un homme déconnecté, isolé, c'est vraiment ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui Emmanuel Macron, quand il y a des jours de manifestation les samedis, il est complètement entouré de plusieurs gendarmes d'élite, qui a un hélicoptère qui est prêt à décoller. Donc ça donne un peu l'ambiance, quand on a l'impression que c'est, je sais pas, il a peur d'un coup d'État, il a peur que l'Élysée soit envahi, ce qui arrivera, enfin c'est juste improbable, quoi. Et donc en fait il est dans un délire complètement sécuritaire où il s'enferme en fait. Et donc non, là je pense que à mon avis 2019 ça va être très difficile pour lui. Moi je pense même que 2019 ça va être pire, parce que là on arrive sur la deuxième année. Il faut quand même savoir que ça ne fait que 1 an. C'est quand même impressionnant tout ce qu'il a vécu en 1 an. On n'a jamais vu ça. Enfin, je veux dire, ni Sarkozy qui était vraiment détesté, où il y avait vraiment une vraie défiance contre Nicolas Sarkozy. Enfin, je veux dire, sa première année de mandat, je sais pas si vous en souvenez, mais il y avait eu une sorte d'état de grâce. Je me souviens, on avait parlé des 100 jours où tout allait bien, tout roulait pour lui. Même François Hollande, rappelez-vous, en 2012, il avait fait une année où tout se passait bien, c'était le président normal, vous vous souvenez. Oui. Ça a vraiment déraillé à partir du milieu du mandat avec les lois travail, etc. Oui, avec surtout la loi concernant qui a mis quand même... La loi travail. Non, la loi... le mariage pour tous, voilà. Ah. Mariage pour tous qui a quand même attiré pas mal de monde dans les rues. Oui, mais encore le mariage pour tous, ça lui a permis quand même de rassembler toute la gauche autour de lui, les grandes figures intellectuelles, etc. C'était pas comme la loi travail où il avait son camp en fait dans la rue.
parce que c'était comme le Parti socialiste, un parti de gauche normalement, quoi, entre guillemets. Et donc on n'a pas d'équivalent en fait à ce que vit Emmanuel Macron, c'est-à-dire il va de crise en crise, et c'est sûr que 2019 ça va. Oui, mais pourquoi alors? Pourquoi cela, Faiza? Est-ce que parce que il est en train de payer peut-être l'incompétence de tous ces présidents de cette 5e depuis un certain temps, et surtout le fait qu'il est arrivé en promettant du changement avec cette jeunesse, avec ce nouveau monde qui allait disparaître selon lui? Il a suscité beaucoup trop d'espoir, à ton avis, Faiza? Il nous a vendu du rêve, clairement. Il a vendu une politique qu'il est incapable de mener. Je sais pas si tout le monde se rappelle, mais il y a des images qui ont marqué pendant sa campagne. Il va dans les banlieues, il joue au foot avec des jeunes de quartier, il va de partout, il va là dans les maisons de retraite, il va partout, il y a de la précarité. Et en fait, on se rend compte que c'est à ces gens-là qui s'attaquent dans sa politique, ou ces gens-là, en tout cas, qui l'oublient et qui l'ostracise encore plus. Donc ça devient hyper compliqué. C'est une politique qui est complètement intenable. Même son plan banlieue, il était foireux. Il y a tout ce qu'il fait là pour l'instant se transforme en galère. Pour le moment, je vois pas comment il peut se sortir de ce nœud. Mais Youssef l'a dit, il est hyper isolé. Même dans son discours, il donne même pas l'impression d'une espèce de remise en question comme ça a pu être le cas. Il y avait un autre ton quand même le 10 décembre dans son allocution aux Français pour répondre aux Gilets jaunes. Il avait un ton plus grave. Quand même, il était plus humble. Ouais. Et là hier, le 31, il nous dit l'ordre républicain va être rétabli, machin. Mais c'est pas lui qui décide si l'ordre républicain va être rétabli. C'est le peuple français qui décide si sa politique est suffisamment à la hauteur, et ben à ce moment-là l'ordre revient. Si la politique n'est pas à la hauteur des attentes des Français, et ben l'ordre républicain ne reviendra pas. Alors en tout cas, on vous pose la question à vous, amis auditrices, auditeurs. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler au 01 40 33 9000. On ne change pas les règles de cette émission de base. Le peuple a la parole plus que jamais dans cette émission. 01 40 33 9000 pour intervenir. Mais sur Facebook, vous êtes 12% seulement de l'avoir trouvé bon, ce discours, ces vœux d'Emmanuel Macron sur France Maghreb 2, et 15% sur Twitter, le grand forum FM2. Vous pouvez continuer évidemment de voter, de répondre à cette question. Est-ce que vous avez regardé d'abord? Est-ce que vous avez trouvé bon ou mauvais donc ce discours prononcé, ces vœux donc du 31 décembre? Je précise que le sondage auquel je faisais référence, donc 6 Français sur 10 n'ont pas été convaincus, c'était un sondage Opinionway pour la chaîne LCI. Pas convaincu non plus l'opposition politique, c'est moins qu'on puisse dire. L'opposition n'a pas de mots assez forts pour condamner l'intervention du président de la République. Là, j'ai envie de dire, c'est plutôt de bonne guerre, et comme d'habitude. C'est Marine Le Pen d'ailleurs qui a dégainé en premier sur Twitter. La présidente du Rassemblement national a qualifié le chef de l'État d'imposteur, de pyromane, d'impudent professeur de morale. Même tonalité du côté de Jean-Luc Mélenchon. Pour le président de la France Insoumise, Emmanuel Macron n'est autre qu'un lunaire donneur de leçons. Un président moralisateur, renchérit le patron des communistes Fabien Roussel. Un président satisfait pour le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, qui regrette que les mots pouvoir d'achat n'aient pas été prononcés. Aux côtés des Gilets jaunes depuis le début du mouvement, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan considère lui que le président n'a rien appris, n'a rien compris, il fonce dans le mur. Seul chef de parti à ne pas avoir réagi aux vœux d'Emmanuel Macron, le contesté patron des Républicains Laurent Wauquiez. Des vœux très critiqués par l'opposition donc, mais sans surprise salués par La République En Marche et quelques figures politiques hors majorité, dont l'ancien Premier ministre de droite Alain Juppé, qui a jugé excellente la prestation du chef de l'État. Excellente pour Alain Juppé, Youssef. Non, mais c'est normal, ils se défendent entre eux, quoi. C'est la même classe sociale qui se met en ordre de marche, pour reprendre le second dans marche. Non, mais après, ce qui est intéressant avec Emmanuel Macron, je pense que pour ta question de tout à l'heure sur qu'est-ce qui fait la différence, pourquoi lui, moi je pense qu'Emmanuel Macron c'est vraiment l'arrogance même, c'est le mépris incarné, quoi. C'est-à-dire qu'en fait la différence avec les autres présidents, évidemment que les autres ils ont eu aussi une ligne économique ultra libérale, Sarkozy, Hollande, Macron, en fait c'est le même mandat en réalité, il n'y a pas vraiment d'alternative, il n'y a pas eu vraiment de changement sur le cap économique. Chaque président prolonge ce que l'autre a fait. Ouais. Mais la différence avec Macron, c'est qu'il t'écrase la gueule mais avec le sourire. Ouais. En fait, il te méprise profondément. Et c'est ça, je pense, qui a vraiment fait péter littéralement un câble aux Français.
et qui a fait que ce mouvement est aussi violent, mais surtout violent autour de sa personne. En fait, c'est énormément personnifié autour d'Emmanuel Macron. Bon, on l'a vu, ça a été loin. On a carrément vu un mannequin, un simulacre de décapitation. On a vu des guillotines dans des ronds-points. Il y a beaucoup de cet imaginaire qu'on renvoie à la Révolution française. Vous savez, avec Louis XVI qui, pareil, est enfermé avec Marie-Antoinette, avec l'argent des Français qui mangent bien et qui sont à table, etc., qui méprisent le peuple. Vraiment, Emmanuel Macron, c'est ça, c'est le mépris incarné. Et c'est ce qui fait que ce mouvement est aussi violent et aussi déterminé, en fait. Par contre, Faiza, on va peut-être en parler 2 secondes, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de gens qui nous parlent de destitution d'Emmanuel Macron. On va juste rappeler quand même que la Constitution, ça paraît quand même improbable que Emmanuel Macron soit destitué. La seule chose qui pourrait peut-être éventuellement arriver, c'est qu'il démissionne, mais ça, on n'y croit vraiment pas. Non, c'est impossible. Pour le coup, la destitution, il faut les 3/5. Donc, on sait qu'évidemment, l'Assemblée nationale acquis à sa cause. Le Sénat, à mon avis, même si elle est majoritaire de droite, ne votera jamais dans ce sens. Donc ça paraît, aujourd'hui, parler de destitution du président, Faiza, Youssef, ça paraît improbable. Hein. Non, c'est improbable. C'est complètement carrément improbable. impossible. Il est majoritaire à l'Assemblée nationale, comme tu viens de le dire. On sait très bien que les députés de La République En Marche ne vont pas voter la destitution de leur président. C'est carrément, je pense que dans les doléances, notamment des Gilets jaunes, il faut rester sur des choses qui sont réalistes. Et là, la destitution, elle est impossible. La démission, encore moins, parce que ce serait un terrible aveu d'échec, et il n'est pas dans cette optique-là parce qu'il a un ego qui semble être quand même assez surdimensionné. Je pense qu'il faut oublier la possibilité que Macron s'en aille, quoi. Peu importe le moyen. Alors peut-être qu'on a envie aussi de donner peut-être des conseils à la présidence, ou peut-être notre avis, dans le sens où éventuellement la seule marge de manœuvre qui pourrait éventuellement lui rester, si toutefois le mouvement se durcit, Youssef, c'est de dissoudre l'Assemblée. Oui. On sait que Mitterrand l'a fait à plusieurs reprises, ça a marché à chaque fois. Ouais, mais c'est pas pareil, c'est des septennats. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, Oui, ça tout servait à de fait. fusible, en fait. Oui. Et à chaque fois qu'on le voit, ça marche, parce qu'à chaque fois, le président est réélu derrière, puisque c'est le Premier ministre qui prend tout, entre guillemets. C'est quoi. ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on a eu Chirac, Balladur, Jospin. Et à chaque fois, Jospin, carrément, ça donnait Jean-Marie Le Pen au second tour. Ouais. Donc en fait, à chaque fois, effectivement, sur le septennat, ça peut marcher. Sur le Alors, quinquennat, moi quinquennat, non, c'est trop court. En fait, le quinquennat fait que à peine il est élu, il est déjà en campagne, le président de la République. Si en 2014, François Hollande l'avait fait, par exemple, au moment où ça a vraiment chauffé pour lui, en 2014, est-ce que tu penses pas finalement que ça aurait pu marcher pour lui en 2017? Souvent, comment l'électorat français il marche comme ça sur la question de l'alternative et du dégagisme à chaque fois. Ouais. Donc c'est sûr que la droite l'aurait sûrement remporté. Ouais. Parce que faut pas oublier que François Fillon était donné gagnant avant le début des scandales, quoi. C'est ça. Donc c'est sûr que les LR auraient repris la main. Maintenant, là pour Macron, je sais pas s'il va le faire. Après, je pense que c'est sa seule cartouche si vraiment là ça devient insurrectionnel, si ça devient vraiment, si on rentre dans une phase quasi révolutionnaire, quoi. On n'y est pas encore. Hein. On est peut-être dans une phase qu'on pourrait appeler de pré-révolutionnaire, et encore faudrait voir ça sur le long terme. Mais je pense que c'est sa seule cartouche. Si vraiment ça devient ingérable pour lui. Tu partages, Faiza, sur le fait de Oui, dissoudre l'Assemblée? Je pense que ce serait éventuellement sa seule porte de sortie plus ou moins honorable, je dirais. Mais après, on rappelle un peu dans l'histoire, quand il y a eu des cohabitations avec des premiers ministres qui sont pas issus du même bord que le président, là, pour le cas de La République En Marche, ça semble être quand même un truc qui va peut-être pas lui poser problème, parce qu'il a quand même récupéré des hommes et des femmes politiques de tous les bords. Donc en fait, peu importe qui va mettre en tant que Premier ministre, quelqu'un du PS ou quelqu'un des Républicains ou même du Front National, il arrivera quand même à rebondir et en termes de communication, ça apparaîtra peut-être pas comme une cohabitation, parce que là, par exemple, Édouard Philippe, c'est un ancien LR. Oui, après, aujourd'hui, franchement, personne ne peut dire en cas de dissolution et en cas d'élection anticipée, élection législative, qui serait amené à le remporter. Franchement, En Marche, on imagine que non. C'est un véritable casse-tête quand on voit déjà le délai qu'il a mis avant de nommer Castaner à la place de Gérard Collomb. Il y a eu un espèce de flottement pendant plusieurs jours où on n'a pas de ministre de l'Intérieur, où le Premier ministre assure l'intérim. C'est qu'on a une vraie difficulté à pouvoir, au sein du gouvernement, à convaincre que les hommes et les femmes politiques de pouvoir prendre les postes qui sont à pourvoir. Et là, ça va être un vrai casse-tête. Si on doit nommer un Premier ministre, j'espère qu'on va pas avoir une période d'intérim comme ça, où on flotte, où on sait pas, où tout le monde spécule, où en fait on n'a personne, quoi.
Ouais. Bon, nous n'en sommes évidemment pas là, nous spéculons quelque part. Mais en tout cas, on peut dire chapeau à Gérard Collomb et Nicolas Hulot. Ah oui, lui s'est barré au bon moment. Nicolas Hulot aussi. Hein. Ah oui, deux se sont ils ont été barrés au forts, bon moment. Gérard Collomb a dû passer un bon Noël d'ailleurs. Tout va bien pour lui. Saïd est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Saïd. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous nous appelez d'où, cher Saïd? De Groslay, 95. De Groslay dans le 95. Alors, cher Saïd, dites-nous. Alors moi, j'ai la rage. Je vous donne deux cas concrets me concernant moi directement. Mais quoi faire, j'en sais rien. Taxe d'habitation. D'accord? Normalement, on devait être diminué d'un tiers. D'accord? Je payais 1250 l'année dernière. Cette année, je paye 1128 et une diminution. Pour moi, 1200 divisé par 3, c'est 400 de moins. Et non des broutures de moins de 200 euros. Alors je me suis renseigné, on m'a dit oui, mais vous aurez dû payer cette année 1400 et quelques. Il faut un calcul pour vous augmenter et vous disons vous êtes diminué. Ça, c'est le premier point. Ah, c'est extraordinaire, franchement extraordinaire. Je vous parle du concret, hein, je vous parle pas. Oui. Le deuxième cas, ma retraite. En décembre, j'ai touché 1200 et quelques. Là, j'ai regardé ma retraite, 1100 et quelques. Pourquoi? Parce que, en fait, le 10 décembre, il a bien dit que la CSG va revenir à 6 et quelques. J'étais content, je me suis dit, j'ai touché 10-20 euros de plus. Ah ben non. Par rapport Alors, à décembre, pour la CSG, j'ai la réponse. Ah, attendez, bougez pas. Pour la CSG, Faiza. Pour la CSG, en fait, Macron, quand il fait son annonce le 10 décembre, il l'annonce, mais il ne sait pas comment il va le faire et c'est même pas encore dans les tuyaux de l'administration. Du coup, il est possible que pendant plusieurs mois, vous continuez à être prélevé de la CSG à un taux de, c'est 8,3%, et qu'après, il vous refasse un réajustement, mais ça va encore durer. Hein. Il ne faut pas s'attendre à ce que la CSG elle soit déduite tout de suite. Il a vendu du rêve, tout simplement. Ok, mais moi, le concret, c'est que par rapport à décembre, j'ai 51,46 € de moins. C'est un concret, c'est tout. Pourquoi? J'en sais rien. 51 € en moins par mois. Plus 1200, alors qu'on aurait pu aller les salaires des privilèges des députés à 1 € par député, on aurait facilement trouvé l'argent qu'on voudrait. Mais là, toucher quelqu'un qui touche 1200 et quelqu'un aujourd'hui touche 1100, franchement, j'ai la rage, mais je sais pas quoi faire. Problème est là. Bon, bah merci en tout cas Saïd pour nous avoir apporté des éléments concrets concernant la taxe d'habitation. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup Et la retraite, bien sûr, mais la retraite, Faiza vous a donné la réponse. Non, elle m'a pas donné la réponse. Ah si, elle vous a donné la réponse concernant oui. Je parle pas de la CSG, Christophe. Je dis que par rapport au mois dernier, j'ai 51 € de moins. Oui. Ah non, ça j'ai pas de réponse par contre. Je suis désolée. Ça, non, sur le fait que vous avez 51 € de moins, ça oui. Non, mais vous a donné la réponse concernant évidemment l'augmentation, enfin la suppression, j'allais dire, de la CSG pour les salaires. Alors si j'ai bien compris, parce que c'est vrai qu'on n'y comprend plus rien avec les annonces qui sont contredites après, pour les retraités de moins de 2000 €, hein, c'est ça, Faiza? Les retraités de moins de 2000 €, ils se voyaient appliquer un taux à 8,3% pour la cotisation pour la CSG. Maintenant, il va revenir en tout cas à 6,6%. Mais c'est pas pris encore dans l'administration, donc ça n'apparaîtra sur les revenus des retraités réellement que dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois. D'accord. Mais excusez-moi, Faiza, d'où ça vient, c'est 51 € de moins alors? Ah bah ça peut pas vous le dire, hein, malheureusement. Je pense qu'il faut vous adresser à votre caisse de retraite. Il doit y avoir certainement des problèmes. Après, il y a eu beaucoup de changements au niveau de la fiscalité et tout ça. Il faut partir du principe que quand ils vous donnent d'une main, malheureusement, ils enlèvent de l'autre main et ça a toujours été comme ça. Et c'est honteux et je vous rejoins sur le fait que vous êtes énervé. C'est qu'ils se rendent pas compte parce que pour eux, c'est que 51 €. Ils doivent se dire, bon, bah, c'est bon, 51 €, c'est rien, il va pas aller au resto ce soir. Mais en fait, ils se rendent pas compte que 51 €, il y a des familles qui vivent pendant plusieurs jours avec uniquement ça. C'est la même chose quand ils enlèvent 5 € d'APL pour des étudiants. Ils te disent, oui, mais c'est que 5 € d'APL. Non, c'est pas que 5 € d'APL. 5 € d'APL, c'est un certain nombre de courses, un sac de courses qui peut tenir et avec lequel certains étudiants doivent tenir pendant plusieurs jours. Mais on se rend pas compte de ça pour l'instant. Merci Saïd en tout cas pour votre appel et merveilleux à vous en tout cas. Merci beaucoup. 01 40 33 9000, c'est du concret ça, cher Youssef, tu vois. Saïd, il nous appelle et il nous fait part de ce qu'il vit, quoi. Bah bien sûr, la seule solution c'est de prendre la rue. Bah c'est ça.
Je veux dire, il y a pas d'autre truc. Il y a que ça qui a un petit peu marché, parce qu'on a vu qu'il a fait un discours de panique où il a annoncé une fausse augmentation du SMIC, le recul sur la CSG, etc. Moi, je vois pas d'autre solution en France aujourd'hui que de prendre la rue, de se mobiliser, quoi, comme l'ont fait les Gilets jaunes. En fait, c'est la seule voie. Il y a que ça qui marchera. Faut pas compter sur les élections, faut pas compter sur Macron, faut compter sur personne, quoi. Faut pas déléguer à des représentants politiques notre pouvoir d'agir, quoi. Ouais, parce que parlons un peu de l'opposition, elle est quand même assez absente et assez bidonne. Elle est complètement atomisée. À part le Front National qui arrive un peu à s'en sortir, on le voit dans les derniers sondages, ils sont à 24%. C'est lui quand même. qui s'en sort le mieux. Bah ouais, parce que c'est ce qui représente aujourd'hui malheureusement l'antisystème, alors que pas du tout. Le Front National, c'est le système. Tiens, ils font partie du système. Puisqu'on parle du Front National, vers chez toi, dans les Alpes-Maritimes, apparemment dans un village, on a retrouvé des tags anti-arabes appelant à tuer les Arabes, Faiza. Normal. Ah, et tu sais, c'est très. Après, ça reste Nice. Hein. Des fois, tu prends le TER, il y a marqué Islamo-Collabo dans le TER au stylo, il y a personne qui les enlève. Les toilettes de la gare, c'est pareil. Il faut partir du principe que dans cette région, il y a un climat assez particulier qui règne et que voilà, ça ouvre la porte à un certain nombre de choses. Même au niveau du discours politique, il y a une islamophobie qui est carrément décomplexée, un racisme décomplexé. Il faut. Je vis avec. Voilà. Bon, très bien. Samir de Paris. Salut Samir. Salut Christophe. Bonne année à toi Samir. Merci à toi aussi, à toute l'équipe. Bonne année à tous. Merci. Bonne année. Alors Samir, on vous écoute. Alors moi c'est une question, je sais pas si c'est quoi le thème du sujet aujourd'hui, j'ai appelé comme ça par hasard. Ah bah vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Ouais. Voilà, en fait, je voulais en profiter pour poser mon problème. En fait, voilà, j'ai acheté dans une copropriété dans le 91 une Greenie. Je sais pas si tu veux à peu près. Bah oui, bien sûr qu'on connaît Greenie. Hein, Youssef, on connaît la Greenie. famille. C'est la famille Greenie. Et en fait, le problème, c'est que les charges, elles ont complètement explosé. En fait, ils ont atteint en fait un F3, alors que c'est un 20 mètres carrés que j'ai. Les charges ont atteint un F3 à Paris, le prix du mètre carré. Ouais. Et en fait, ma question en fait, c'était de savoir quel recours je pouvais avoir par rapport à ce racket qui est orchestré en fait par les syndics de copropriété. Ça ne vous aura pas échappé que ni Youssef, Faiza et moi nous sommes avocats, hein, donc ni notaire ou ni je ne sais quoi. Donc je sais pas si Youssef ou Faiza ont la réponse concernant le problème de notre ami Samir de Paris. La réponse, moi peut-être pas, mais un conseil, il faut que tu te rapproches de ton syndic de copropriété pour qu'il te donne l'avancée exacte et les raisons pour lesquelles tes charges ont été modifiées. Après, ce que je te conseille de faire, si eux ils bougent pas, parce que si t'as vraiment des charges qui ont vraiment explosé, c'est de te rapprocher des autres locataires de ton bâtiment, voire même de ton quartier, et de fonder une espèce de collectif. Comme l'a dit Youssef, ça s'appellera pas prendre la rue parce que tu vas pas aller dans la rue pour protester, mais il faut que vous vous rassembliez pour faire pression sur votre syndic de copropriété pour demander des explications. Ouais, on s'est rassemblés, mais ça change rien en fait. Ils ont une sorte de monopole en fait sur les habitants, sur les copropriétaires. Ouais, je sais. Mais c'est pareil ici, même dans les offices HLM, c'est un peu compliqué. En fait, par rapport à eux. Bah bon courage en tout cas Samir et à très bientôt en tout cas et merci d'être passé par ici, le LGF, le Grand Forum. Voilà, on renseigne aussi de temps en temps quand on peut. Salut Samir, à bientôt et bonne année à toi. Et je sais par exemple qu'en matière d'organisation, pour lutter contre les syndics, pour dénoncer les problèmes aussi qui subsistent à Bagnolet, vous êtes très présent Youssef, hein? Oui, bien sûr. Sur les il y a une grande copropriété qui s'appelait l'Anou, là où j'ai grandi. Ouais. C'est un peu comme les Bosquets, où en fait ça s'est complètement dégradé, où en fait on avait un syndic qui gérait de manière opaque avec des choses complètement illégales, etc. Et effectivement, les habitants à un moment donné, avec l'aide de la mairie par contre. Avec l'aide de la mairie, ils ont réussi à reprendre le dessus. Et en fait, après, chaque cas est particulier, mais nous, c'était vraiment un grand ensemble. C'était une cité en fait. Et en fait, la mairie, elle a réussi à rentrer dans le syndic en rachetant la dalle. Tu vois, tu vois, ils sont devenus du coup majoritaires. Tu vois. Mais ouais, effectivement, chaque cas est différent. Mais moi, je pense que oui, il faut s'organiser, il faut se battre. On se bat aussi contre l'OGIREP par rapport aux ascenseurs, contre l'OPH aussi de Bagnolet. Il y a que ça qui les fait peur et qui les fait reculer. Par exemple, sur l'OGIREP a carrément des idées d'investir plus d'1 million d'euros. Alors qu'auparavant ils disaient que non, il n'y avait pas de problème, etc. Parce que voilà, faut le dire clairement, parce que c'était des Noirs et des Arabes qui vivaient là et que ils comptent en fait sur le fait que c'est des populations qui ne se mobilisent pas, qui ne s'organisent pas.
Dans un instant, on poursuit avec vos appels, bien sûr, au 01 40 33 9000. Vous pouvez continuer de répondre à notre sondage sur Twitter, le Grand Forum FM2. Bon ou mauvais, les vœux de Macron, du président Macron, le 31 décembre dernier, ainsi que sur Facebook France Maghreb 2. Y a-t-il eu des annonces? Bah, pas vraiment. Et puis on va faire le lien tranquillement, glisser à l'affaire. On va se poser quand même quelques questions sur cette affaire, l'affaire Benalla. Et les révélations de Mediapart dans un instant. Restez avec nous, 01 40 33 9000. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Eh oui, l'avantage du début de l'année, c'est que les pubs, bah, c'est assez court. Et tant mieux. Voilà, on va pas s'en plaindre. À notre niveau, en tout cas. Le LGF, le Grand Forum, qui fait sa rentrée pour cette nouvelle année 2019. J'espère que vous avez d'ailleurs bien profité. Beaucoup d'ailleurs sont encore en vacances, bien sûr. Hein, c'est les vacances scolaires. La grosse rentrée, c'est pour lundi 7, mais nous, on est déjà là dès le 2 janvier 2019 pour une nouvelle année qui commence sur France Maghreb 2 avec, pour démarrer cette année, Faiza Ben Mohamed, notre journaliste et militante, et Youssef Brakni, militante plus que jamais, mais aussi prof d'histoire. Ah, c'est ton perdu. Hein, là, c'est les vacances, tranquille. C'est les vacances, tranquille. Alors, vos appels, évidemment, 01 40 33 9000 avec cette question du jour, toute simple. Est-ce que vous avez trouvé bon ou mauvais les vœux, le discours d'Emmanuel Macron qui a duré 16 minutes, qui a été enregistré au préalable, donc avec un style un peu nouveau, il était debout à l'américaine, lundi soir diffusé sur toutes les télés, sauf sur CNews. Qui a fait une contre-programmation, qui a décidé de diffuser des vœux des Gilets jaunes et de certains anonymes à 20h. Pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, ils n'ont pas diffusé. Seule la chaîne d'info à ne pas avoir diffusé les vœux d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Vincent Bolloré se fâche avec Macron? Bah c'est ça, c'est sûr, c'est probable. Bah ça peut être que ça, sinon je vois pas quoi. Ouais, c'est bizarre en tout cas. Ah oui, c'est bizarre. Ouais, très bizarre. Lilia est avec nous, elle nous appelle de Clamart en région parisienne. Bonsoir Lilia. Bonsoir. Déjà, Bonsoir. je vous souhaite une bonne année à vous tous. Merci. Bonne année, chère Lilia. Merci à vous. Merci aux invités, tous les auditeurs et auditrices. Très bonne année 2019. Moi, en ce qui concerne Macron, j'ai trouvé qu'il était plus confiant, c'est-à-dire qu'il avait pris confiance en lui. Il était plus offensif, contrairement à la première fois où il avait l'impression d'être complètement, par terre, quoi, complètement. Donc j'ai trouvé qu'il avait un peu plus confiance en lui. Après ce qu'il a dit, je sais pas si c'est bien ou pas. J'ai trouvé qu'il était il était un peu plus offensif. Un peu plus offensif. Est-ce que vous partagez Faiza Youssef, un peu plus confiant, un peu plus offensif, voilà, à trouver Lilia? Plus confiant. Oui, c'est un peu ça. En fait, il a clairement pris de l'assurance. Il a pris de l'assurance. Par rapport à son discours du 10 décembre et ce qu'il raconte le 31 décembre, il y a un changement radical de ton. Et là, le 31 décembre, il prend il remonte sur le cheval, quoi. On a l'impression qu'il a repris sa confiance. Je pense que Sarkozy a dû lui donner des conseils. Oui, je suis d'accord, moi, là-dessus. Complètement d'accord. Voilà. Ouais, après le 31, c'est pas un exercice où tu annonces. Le 31, c'est vraiment un truc, vraiment c'est une tradition. Il y avait pas un enjeu en fait autour du 31. Il y avait aucun. Franchement, il y aurait pas eu tout ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Je l'aurais trouvé presque bon. S'il n'y avait pas eu tout. Tout ce qui s'est c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un président qui a fait un discours dans un pays où tout allait bien, quoi. Voilà, exactement. Et je voulais juste rebondir par rapport à l'auditeur précédent qui a parlé de ses charges par rapport aux syndics. Oui, Lilia. Je voulais juste lui dire que faut pas mettre tous les syndics dans le même panier. Faut jamais généraliser. Il y a des syndics qui sont quand même honnêtes. Et je crois que j'avais compris qu'il était copropriétaire. Donc il faut juste il peut consulter les comptes. Hein. Ça, je ne sais pas s'il le sait ou pas. Il y a une assemblée générale. Il peut consulter les comptes. Il prend rendez-vous chez le syndic. Il va consulter les comptes. Il verra exactement les dépenses. Et en plus, ça dépend de sa part à lui. C'est-à-dire que dans l'immeuble, ça dépend de sa part. Donc il y en a qui vont payer beaucoup plus que d'autres. D'accord, tout simplement. forcément. Mais qui se rapproche de son syndic, il peut consulter les comptes et voilà. Et puis même demander à voir des factures des travaux, s'il y a eu des appels d'offres de plusieurs entreprises. Donc tout ça, normalement, ça se discute à l'Assemblée. Après, ça sert à rien de dire tel syndic. C'est vrai qu'il y a des syndics qui sont un peu comme ça, mais dire qu'il a mis tout le monde dans, je ne crois pas, parce que c'est franchement, ici il y a des lois et heureusement qu'il y a ces lois. Merci Lilia. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Merci. Et puis continuez comme ça, c'est très bien. On va tâcher. Merci beaucoup, chère Lilia. Bonne après-midi à vous. 01 40 33 9000. Tiens, un copain à nous qui fait partie de la team LGF qui a envie de nous dire un petit bonjour et peut-être aussi son avis. Nasser Lagili, comment ça va, mon Nasser?
Ça va très bien, Christophe. Je voudrais tout d'abord souhaiter une très très bonne année à tout le monde, à tous les auditeurs et auditrices. Au passage, je voudrais dire à Youssef que j'attends toujours son appel. Mais on s'est vu à la manif. Non, il paraît que vous êtes vu, hein. On s'est vu en AG. Ouais, non, AG, aperçu, gilet jaune. c'est pas la même chose. Ouais. Être vu, c'est une chose, mais aperçu, c'est encore Mais autre je t'ai chose. proposé un after, t'as pas voulu. Qu'est-ce que t'es bon, Youssef, tu changeras pas, mais c'est pas grave, c'est rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, Christophe, pour intervenir Et concernant... sinon, Faiza sent mauvais ou quoi, Nasser? J'ai pas entendu. Faiza sent mauvais ou pas, ou tu as Non, envie tu sais quoi, je viens de tilter qu'il y avait Faiza, mais comme Oh bah. elle est loin, donc on va essayer de se rattraper, tu vois. Faiza, bonne année, plein de bonnes choses pour toi et ta petite famille. Merci Nasser, bonne année toi aussi. Désolé Faiza. C'est pas grave. Je voulais tout simplement intervenir, Christophe, concernant le discours de Macron. Donc pour moi, franchement, c'est honteux, c'est catastrophique. Parce que, bon, ça a été dit peut-être, mais comme j'ai pas écouté l'émission depuis le début, on a l'impression qu'il y a tout se passe très très bien en France, que tout le monde est heureux, que tout se passe correctement, et que voilà, ils souhaitent des vœux. Moi, je trouve ça honteux déjà qu'on souhaite des vœux à une population, sachant qu'on a un peuple aujourd'hui qui est dans la rue et qui demande des droits et ses droits tout simplement. Moi, j'ai constaté qu'il n'y a pas eu un mot depuis le début du mouvement des Gilets jaunes sur les blessés et les morts qu'il y a eu pendant cette période. Pas un mot. Donc, on a beaucoup parlé de police, de terrorisme islamiste, parce que on précise bien, hein, terroriste islamiste, c'est pas la même chose que terroriste. Ou voilà. Et moi, je trouve ça lamentable qu'on continue. Et d'ailleurs, tu avais fait un tweet là-dessus et que je rejoins complètement. Les musulmans comptent pour du beurre. Ça, moi, c'est la vraie question que je me pose aussi, parce que à écouter donc les actes antisémites, les actes racistes ou homophobes, pas de problème. Mais par contre, l'islamophobie, on a l'impression que ça n'existe pas en France, en sachant que les premières victimes de ce qui se passe, les premières victimes du racisme en France sont souvent les musulmanes en France. Donc voilà. Et je voulais juste dire tout simplement que à l'écouter, ça m'a donné plus envie d'aller manifester les samedis et surtout dans les prochains jours. mais Nasser, il faut savoir qu'il a son gilet jaune depuis le début, hein. Ouais. Oui, Ouais. effectivement. Il l'a pas lâché, il l'a pas quitté, et voilà. Bon, merci. Oui. Et j'espère qu'on réussira à gagner cette lutte, parce que là, à force de dénigrer ou à montrer à une population ou via les médias, de donner le sentiment que les gilets jaunes s'essoufflent, je pense qu'il se trompe complètement de stratégie, parce que là, je pense qu'il se rend pas compte qu'on est de plus en plus sur Paris, malgré la répression de la police qu'on a en face de nous pour essayer de nous diviser en plusieurs parties. Mais là, si ça continue comme ça, je pense que ça va très très mal finir. Merci Nasser, Voilà, Gilles. À très vite dans le LGF. À Et très puis, vite. d'ailleurs, Salut, Christophe. j'en profite pour dire que si vous voulez les voir tous les trois, que ce soit Faiza, Youssef et Nasser, ils ont fait de très belles vidéos C'est vrai. pour présenter les vœux de 2019. Ouais, mais attends, Christophe. Quoi Moi, je tiens à dire quelque chose quand même. Vas-y. C'est que Faiza et Nasser, ils ont utilisé un filtre. Ouais. T'es bon, J'allais me dénoncer, tu m'as dénoncé avant. Youssef, Ils ont utilisé un prochaine filtre, fois, ça m'a quand tu choqué. fais ta vidéo, ne la fais pas dans une chicha, s'il te plaît. Mais c'était un bof. Il m'a obligé. C'est Ta qui l'a filmé. Voilà. Non, mais le filtre, vive le filtre. Vive le Franchement, filtre, ouais, bravo les beaux gosses. Ah, on est bon. La beauté maghrébine. Non, mais de toute façon, Faiza, elle a pas besoin de filtre, hein, franchement. Non, si, attends, vrai. j'étais explosée là. Maintenant, pour que je vous raconte, j'ai mis au moins une demi-heure parce que c'est mon fils de 6 ans qui me filmait. Ouais. Et il n'arrêtait pas de rigoler en fait. Dès que je disais bonjour, c'est Faiza Ben Mohamed, il se marrait, du coup on l'entendait, il fallait que je reprenne. Et franchement, un coup il me mettait un filtre avec des oreilles de chien, un coup il me mettait un filtre avec des oreilles de nounours, machin. Je m'en suis pas sortie. Hein. Alors Bon. voilà. Bah merci en tout cas Nasser, à très vite dans le LGF la Merci, semaine à prochaine. très vite. Hein, la semaine pro Y a peut-être. pas de souci. Oui. Pas de problème. D'accord, Enfin, c'est un peu salut, comme ciao. Youssef et son appel. Salut Nasser, ciao. À bientôt et bonne année à toute la petite famille. 01 40 33 9000, je sais pas si c'est parce que c'est la rentrée, enfin nous, comme d'habitude, mais il y a beaucoup d'appels aujourd'hui, c'est un truc de fou, le standard explose messieurs dames. 01 40 33 9000. Vous pouvez en tout cas répondre à vos questions, prendre notre prochain auditeur quand même. Il faut rappeler que Macron a du pain sur la planche, puisque dans son allocution du 31 décembre, il a dit qu'il allait dans les tout prochains jours écrire aux Français pour lancer le très attendu débat national qui est prévu pour répondre à la crise des Gilets jaunes. C'est un chantier qui est au programme de ce début d'année pour le président. C'est loin d'être le seul d'ailleurs. Pour remonter la pente, pour Macron, après une fin d'année
quand même morose. Une ministre le concède, depuis un mois, tout a été bloqué, réformes repoussées, mesures annulées, déplacements supprimés. Emmanuel Macron donc peut désormais relancer la machine et il entend bien donc aller au bout de quelques réformes en souffrance, celle des retraites, de l'assurance chômage et de la fonction publique. Le séminaire gouvernemental de lundi prochain doit déboucher d'un nouveau calendrier. La réforme des institutions, elle, est en suspens, désormais tributaire du grand débat national qui va s'ouvrir, donc une initiative lancée par le chef de l'État mais qui s'annonce ô combien délicate. Il faudra trouver la bonne distance et ne pas créer de nouvelles frustrations. Pour l'aider, en tout cas, il compte sur le soutien des élus de la République, à qui il a rendu un hommage appuyé lors de ses vœux lundi soir. Emmanuel Macron espère renouer le fil avec les maires, notamment en allant à leur rencontre ces prochaines semaines. Et le retour sur le terrain à haut risque pour un président à qui les huées récoltées au Puy-en-Velay début décembre ont laissé quand même un souvenir quelque peu amer, on peut le comprendre. Et puis, le gros sujet également attendu, c'est l'islam. On va beaucoup en parler a priori dans cette première partie de l'année, puisque cette fameuse réforme attendue qui va remettre en cause un peu la loi de 1905. On va beaucoup parler d'islam, Youssef et Faiza, pour ce début de l'année, visiblement. Peut-être un peu pour faire diversion, je sais pas. Bah oui, bah de toute façon, tu sais, quand on prend chronologiquement toutes les lois islamophobes, à chaque fois, depuis les années 2000 en tout cas, ça correspondait à une grande réforme antisociale. Les retraites, les retraites c'était 2004. Ensuite il y a eu à nouveau pendant la loi Bourka, je pense que c'était aussi, je me souviens plus exactement, c'était la Bourka, je crois que c'était 2010. La Bourka c'est 2010, mais je ne sais plus à quelle loi ça correspondait. Bref, à chaque fois ça correspondait à un grand tournant libéral, antisocial. Et moi je pense que l'islamophobie aujourd'hui, c'est voilà, on le voit bien avec les nouveaux chiens de garde, comme les appelait Serge Halimi du Monde diplomatique, par exemple, qui sont le printemps républicain, qui viennent clairement à la rescousse de Macron à chaque fois en essayant d'empoisonner le débat avec la question des musulmans, de la 5e colonne, d'un complot islamique, voilà, qui déferle sur la France avec la construction d'un ennemi intérieur qui est représenté autour de la figure des quartiers populaires et du jeune musulman prêt à passer à l'acte, quoi. Et ça, je pense que c'est ce qui a on l'a vu d'ailleurs dans son discours du 10 décembre. Emmanuel Macron a associé identité, laïcité et immigration. Et on sait qu'il avait dîné auparavant le vendredi parce qu'il avait avec Nicolas Sarkozy. Et donc en fait, on voit à la base, Emmanuel Macron, il n'est pas sur cette question de l'islamophobie. Ouais. Malgré quelques sorties, il n'est pas sur cette ligne-là. Mais on voit que tout le camp réactionnaire conservateur en France tente de le ramener sur cette question, en gros pour tenter de le faire sortir de la contestation sociale. Faiza, on va beaucoup parler d'islam pour ce premier trimestre, visiblement. Sur la question de l'islam et de la laïcité, il y a une modification de la loi de 1905 qui est prévue et qui va vraisemblablement aboutir dans les prochaines semaines. La réforme de l'organisation du culte musulman voulue par Macron, il faut aussi se rappeler que Macron doit parler de la laïcité, doit faire un discours depuis le premier semestre 2018. C'est vrai. Et à chaque fois, il repousse. Et il repousse. Et je pense que là, pour lui, ce serait la meilleure carte à jouer pour faire diversion avec ce problème des gilets jaunes. Créer un problème au milieu d'un autre problème, ce sera pour lui, je pense, sa porte de sortie utilisée par un certain nombre de politiques. Oui, bien sûr. Comme là pour son discours du 31, quand il parle de, Nasser l'a rappelé tout à l'heure, de terrorisme islamiste, est-ce qu'il oublie qu'il a lui-même été visé par une tentative d'attentat par des militants vraisemblablement d'extrême droite, qui a été déjoué par la DGSI il y a plusieurs semaines. Il y a des attentats qui ont été déjoués avec des factions d'ultra-droite, une quinzaine de personnes, un coup de filet de la DGSI là aussi en milieu d'année, où il y a eu un certain nombre d'arrestations et où le projet était certes pas abouti mais était en phase de réflexion. Le terrorisme n'est pas qu'islamiste, mais en fait il appuie sur le bouton qui va faire que les Français vont se rassembler autour de ce thème. Et finalement, il gagne en capital sympathie parce qu'il a dit ce que les gens attendent, ce que le populisme attend. Et pourtant, il n'était pas trop sur cette teneur durant la campagne, en tout cas. Il n'était pas du tout sur ça pendant sa campagne, même sur les thèmes de la laïcité. Il avait été, franchement, il faut le dire clairement, il a ramassé un certain nombre de voix de l'électorat musulman
parce que il a pas tapé sur les musulmans, il a pas tapé sur dénoncer un espèce de dévoiement de la laïcité, blablabla. Il a pas du tout été dans la surenchère comme les autres l'ont fait. Et c'est peut-être aussi ce qui lui a fait gagner en capital sympathie. Et là, il est certainement en train de le perdre parce qu'il répond au chant des sirènes du printemps républicain et des autres racistes de droite comme de gauche. Et je pense qu'il fonce dans le mur avec ça. Alors, vos appels au 01 40 33 9000, on va glisser tranquillement après sur l'affaire Benalla, parce que là, c'est encore une autre affaire dans l'affaire, pour le coup, les nouvelles révélations de Mediapart. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à toute ton équipe. Alors, rappelle-moi ton prénom, cher ami. Moi, c'est Kamel de Montreuil. Kamel de Montreuil. Bonne année, cher Kamel. Meilleurs vœux. Et Youssef, on se connaît de vue, mais je dirais pas où à l'antenne. Ah. En tout cas, c'est compromettant pour lui. Ça fait plaisir de t'entendre et j'aime bien tes prises de position. J'étais issu de la même ville que toi et je remercie tes efforts envers les quartiers populaires. Merci. Fin de la parenthèse. On saura pas l'endroit, Kamel. Je vais être bref et précis. J'attendais pas que le président, entre guillemets le président, ça me fait rire. Me souhaite bonne année en tant que musulman. J'aimerais être reconnu en tant que Français dynamique qui m'investit au niveau social dans mon pays en fait. Et c'est avant tout ça qu'il faut être reconnu en fait, parce qu'il faut pas oublier que les quartiers populaires sont les plus cocufiés de la République. Le Parti communiste nous l'a mise. La gauche nous l'a mise et là lui il nous l'a mis en venant dans sa campagne dans les quartiers populaires vendre du rêve et les quartiers populaires ont toujours été cocufiés par les partis politiques. Ils se sont servis de franco-maghrébins en laquais au niveau municipal et au niveau régional et au niveau national et pour obtenir des voix des quartiers populaires et aujourd'hui voilà, ça paye pas quoi. Merci Kamel, en tout cas pour ton avis. Tiens, alors peut-être là-dessus c'est Youssef, sur les quartiers populaires, tu partages l'avis de Kamel? Ils ont été cocufiés par la plupart des partis politiques selon Kamel en tout cas. C'est pas trop mon vocabulaire, mais oui effectivement les partis politiques, je veux dire c'est la base quoi. Les quartiers populaires ils votent pas, mais quand ils votent on les voit simplement comme un réservoir électoral quoi, comme une réserve de voix dans lequel on va puiser comme ça. On l'a vu notamment avec le Parti socialiste qui par exemple ne serait-ce que sur la question du droit de vote des étrangers, c'est promis depuis Mitterrand quand même. Jospin nous l'a refait, Hollande l'a à nouveau remis dans son programme. Donc voilà, effectivement, je veux dire, moi j'y crois pas du tout aux partis politiques aujourd'hui tels qu'ils sont. Moi je crois, comme encore une fois, je crois vraiment à notre organisation, à l'auto-organisation par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Il faut qu'on soit organisé et qu'on se défende de nous-mêmes quoi. Et franchement, il y a plein d'endroits et à chaque fois au GF ici on vient le prouver où on montre qu'il y a des victoires et on peut y arriver sans forcément servir de simple réservoir électoral quoi. Faiza, un petit truc là-dessus? Non, je suis complètement d'accord avec Youssef, on est utilisé. Il faut se rappeler aussi que l'une des grandes promesses phares de François Hollande pour sa campagne de 2012, c'était l'instauration du contrôle d'identité. Il l'a enterré via Manuel Valls immédiatement après avoir été élu. C'est comme le droit de vote des étrangers pour les élections locales aussi. Voilà, en fait, on nous prend vraiment pour des imbéciles, mais depuis des décennies. Ouais, mais c'est en train de changer maintenant. Avec l'émergence de nouveaux militants, toi, Faiza, par exemple, une nouvelle génération de militants qui maintenant arrive, qui a moins de 40 ans et qui se laisse plus faire. Et puis voilà, on arrive à décoder, on sait parler. Des gens de 40 ans. Non, mais je veux dire, on est vraiment symptomatique d'une certaine génération. On vient on est tous nés dans les années 80, etc. On a grandi avec Dragon Ball Z, et donc du coup, ça a forcément forgé notre caractère. Tu vois, moi, Nicky Larson a eu un grand impact dans ma vie, et donc forcément, en tout cas, les émeutes de 2005, etc. Ça nous a vraiment forgé politiquement, et on se laissera plus faire maintenant, c'est évident. Non, Faiza, c'était plutôt Candy. Elle. Non, elle c'est Sailor Moon. Ouais. Non, c'est Princesse Sarah. Non, c'était Princesse Sarah. Princesse Sarah, c'était une rebeu, la pauvre. Ah ouais? Bah ouais, franchement, la vie qu'elle avait. Ouais. Ce qu'il y en a. Alors, justement, de Macron, on va encore en parler parce que via une autre affaire qui a ressurgi là en fin d'année, à cause ou grâce à Mediapart, l'affaire Benalla. Alexandre Benalla l'affirme dans un entretien au site Mediapart.
il aurait gardé des liens avec Emmanuel Macron depuis son licenciement de l'Élysée. C'est souvent sur le mode « comment tu vois les choses ?» Cela peut aussi bien concerner les gilets jaunes, des considérations sur un tel ou sur des questions de sécurité. C'est en gros « comment tu sens le truc ?» Ça, ils ne pourront jamais le nier. Ça va être très dur de le démentir parce que tous ces échanges sont sur mon téléphone portable. Alexandre Benalla revient également sur l'affaire de ses passeports diplomatiques. Il les aurait bien restitués fin août, mais un salarié de l'Élysée lui aurait rendu début octobre en catimini dans la rue avec d'autres effets personnels. Monsieur Benalla se venge de son licenciement pour faute grave en entretenant tout un faisceau de contre-vérités et d'approximations. Alexandre Benalla qui avait, vous en souvenez évidemment, affaire éclatée au mois de juillet dernier, les faits remontant au 1er mai lors de la manifestation, célèbre manifestation bien sûr du 1er mai, avec un certain, quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui avait filmé Benalla dans ses exactions les plus terribles le 1er mai, Taha qui a filmé donc malgré lui, parce qu'il savait pas que c'était lui, il pensait filmer tout simplement un policier, une nouvelle violence, j'allais dire une énième violence policière, sauf que Benalla n'était pas policier, on s'en est bien aperçu 2 mois plus tard. Les nouvelles révélations concernant l'affaire Benalla, est-ce que Benalla aujourd'hui, Youssef, a décidé de tout balancer? Comment tu vois cette stratégie employée par Benalla, rapportée par Mediapart? Je pense que il va la faire en plusieurs temps, cette stratégie de tout balancer entre guillemets, parce qu'il a rien balancé. Il a rien dit en fait. Il a quand même dit des choses qu'on ne savait pas. C'est-à-dire que l'Élysée nous dit il n'y a plus aucun contact entre Benalla et le président. Or, a priori, lui dit qu'il s'appelle régulièrement. Le dernier contact. Non, il s'appelle pas. Il s'envoie des textos. Voilà. Le dernier message, c'était le 24 décembre, donc il n'y a pas très longtemps. Oui, il lui demandait son avis sur les gilets jaunes. Ouais. Voilà, c'est ça. Sur le fait des passeports, quand même, c'est extraordinaire. Les passeports diplomatiques. En fait, il y a toujours eu des hommes comme ça, proches de l'Élysée, qui gravitent autour de l'Élysée et qui font entre guillemets les sales besognes en fait. Et on a vu Alexandre Djouri avec Sarkozy. D'ailleurs, ils sont devenus amis les deux Alexandre. Et d'ailleurs, les deux sont, enfin, il y en a un qui est d'origine algérienne, l'autre qui est d'origine marocaine, c'est marrant. Ils s'appellent tous les deux Alexandre. Et en fait, on a toujours eu des hommes de main, qui s'occupent des sales besognes, qui vont par exemple chercher des valises, qui vont par exemple, qui trempent dans le trafic d'armes, etc. Et on le voit, la reconversion d'Alexandre Benalla, c'est en Afrique, comme toujours, le terrain de jeu des Occidentaux. On le voit avec un homme d'affaires franco-israélien qui est condamné, surcondamné partout, qui a fait couler des boîtes, etc. Et qui se retrouve au Tchad ensemble. C'est quand même, ça fait peur pour l'Afrique en fait. Voilà, quand on parle, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on parle de groupes armés en Afrique, d'insurrection, vous savez, des groupes rebelles, tout ça, etc. En fait, ils ont des armes. Et elles viennent d'où ces armes? D'où viennent ces armes pour déstabiliser des États? Comment font-ils pour avoir des armes aussi sophistiquées, etc. Moi, je pense qu'à travers Benalla ou Alexandre Djouri, etc., on a une partie de la réponse en fait. C'est des trafics d'armes qui sont organisés, qui viennent pas de nulle part. On prend pas une arme comme ça, on s'autoproclame pas comme ça groupe rebelle et on marche pas sur la capitale N'Djamena comme ça par hasard avec des pick-up ultra modernes. En fait, tout ça, c'est organisé, c'est de la déstabilisation pour toujours la même chose, maintenir une position impérialiste de la France en Afrique et surtout avoir un accès illimité aux ressources, notamment minières. On le sait par exemple au Niger, faut savoir que si là aujourd'hui la radio tourne comme ça, si on a de la lumière dans notre studio, etc., ça vient du nucléaire et c'est parce qu'en fait on peut exploiter l'uranium mais pour rien du tout. Pour rien du tout, absolument rien. On peut extraire ce minerai et détruire toute la faune et la flore dans le nord du Niger, détruire le lieu de vie des Touaregs sans aucune conséquence, parce que l'armée française, parce que la France a une position impérialiste en Afrique, notamment dans le Sahel. Est-ce que l'Élysée dit qu'Alexandre Benalla se venge de son licenciement, Faiza? T'y crois ça? Moi, je pense pas qu'il se venge spécifiquement de son licenciement. Je crois que Alexandre Benalla, il est dans les médias depuis le mois de juillet, non-stop, polémique sur polémique, et à chaque fois, l'Élysée dément. On a l'impression que l'Élysée s'essuie un peu les pieds sur lui. Donc forcément, à un moment donné, c'est normal et c'est humain. Ce garçon, à un moment donné, s'il a des choses qui sont pas de son fait ou de son ressort et qui ont été des décisions qui ont été prises par l'Élysée, c'est normal qu'il se dédouane et qu'il dénonce l'Élysée. À un moment donné, il faut arrêter de se croire tout puissant, parce que là visiblement, l'Élysée ment. C'est l'Élysée qui ment. L'Élysée ou Benalla, moi je ne sais pas. Après. Oui, mais bon, l'Élysée a déjà menti à plusieurs reprises dans cette affaire, déjà au mois de juillet. Il y a des versions qui sont un petit peu. Alors, Emmanuel Macron a reconnu 2 contacts, enfin 2. Déjà ça commence à changer. Déjà. Voilà. Non, mais en plus, ce qui est intéressant dans ce que dit Benalla, c'est ce qu'il dit de ce qui se passe à l'Élysée en fait.
C'est qu'il dit que lui, en fait, il vient pas du tout du Sérail, que lui, en fait, il est pas issu des grandes écoles, qu'il est pas issu de l'ENA, etc. Et que c'est ça qu'on lui fait payer aussi. Ouais. Moi, je pense qu'il a raison sur ça. Il parle de technocrates qui entourent le président. Mais c'est comme ça, en fait, en France depuis toujours. Et en plus, le pire, c'est que c'est les mêmes technocrates qui passent de président en président. Ouais. C'est-à-dire que les Français vont voter, mais ils votent pour rien, en fait. Enfin, je veux dire, le président, c'est Joanne Branco, qui est l'ancien avocat de Wikileaks, qui a fait un livre qui explique très bien que lui, en sortant de l'ENA, il dîne en janvier 2014 avec Xavier Niel, donc le patron de Free, et qui lui dit en 2014 que Macron sera président de la République. Qui lui dit déjà en 2014, parce qu'en fait tout ça c'est déjà programmé, c'est déjà dans les tuyaux, etc. Parce qu'on a une bande de prédateurs, de technocrates, de grands industriels, etc. qui, voilà, quel que soit le président, ils arrivent toujours à s'en sortir et ils sont toujours bien. C'est ça. Alors, je pense que Benalla, il a joué dans une cour qui n'était pas la sienne et qu'on en dise ce qu'on veut, mais il reste l'arabe, quoi, à l'Élysée. Oui, c'est clair. Il faut dire ce qu'il est, tu vois. Voilà. Il a eu un traitement Alexandre, on sait que c'est pas son vrai prénom. Voilà. Ça reste un Maghrébin à l'Élysée, et ça, c'est quelque chose qui, pour une certaine caste politique, est insupportable. Je vous pose la question. Vous avez le temps de la pub pour y réfléchir. Est-ce que l'affaire Benalla, en fait, ressurgit peut-être pour faire diversion et faire oublier encore une fois ce mouvement des Gilets jaunes? On se pose la question, on y répond ensemble si vous le voulez bien au 01 40 33 9000. Avant de parler, vous savez que chaque début d'année on parle de Légion d'honneur. Oui, et il y a des noms qui nous ont interpellés, à l'image de l'écrivain sulfureux écrivain français Michel Houellebecq. À tout de suite. LGF, le grand forum avec Faiza Ben Mohamed et avec Youssef Brakni pour cette première émission de l'année 2019 sur France Maghreb de l'ELGF de 16h à 18h avec vos appels au 01 40 33 9000. Nous sommes en pleine affaire Benalla qui a ressurgi donc durant les fêtes de fin d'année avec vos appels donc au 01 40 33 9000. Salim, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Merci beaucoup. Bonne année à tous. Bonne année, cher Salim. Meilleurs vœux, beaucoup de bonheur, de la santé, surtout de la santé et prospérité à tous. Merci Salim. Alors vous nous appelez de Marseille, vous, hein? Oui, tout à fait. Je vous appelle de Marseille. Je voulais parler de Michel Houellebecq. Ah, bah vous êtes un peu en avance parce qu'on va en parler dans quelques minutes. Alors, vous nous rappelez quand on en reparle, cher Salim, hein, parce que sinon vous allez faire du hors-sujet et c'est pas bon le hors-sujet, vous savez. Non, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle, désolé. À tout à l'heure, cher Salim. Le moment. Non, la discipline, c'est important, les amis. 01 40 33 9000, on est en pleine, évidemment. Alors, je vous posais la question, Faiza Youssef. Est-ce que cette affaire Benalla, enfin, c'est une nouvelle révélation, cette affaire Benalla, rapportée par Mediapart, j'avoue que j'ai un peu de mal avec Mediapart depuis qu'ils ont fait des révélations sur le PSG, mais ça, ce n'est que mon avis. Hein, voilà. Voilà, je vous le dis clairement, voilà, tel que je le pense, quoi. Est-ce que finalement cette affaire Benalla a ressurgi pour faire diversion encore une fois concernant ce problème des gilets jaunes, ou alors pas du tout? Là, encore une fois, faut y voir de ma part peut-être des idées trop mal placées, peut-être prêter des intentions qui ne sont pas les leurs, je ne sais pas, Youssef? Non, je pense pas du tout. Non, je pense que ça n'arrange pas du tout. Et qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est que une des raisons de l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, c'est plusieurs affaires, c'est plusieurs gestions de Macron. Par exemple, ce scandale autour de l'affaire Benalla a largement fragilisé la figure du président, en fait, et a permis, du coup, entre guillemets, de pouvoir le toucher. D'accord, c'est ce qui a mis un peu un point d'arrêt à son état de grâce. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, chaque président de la République, au début, en général, on est toujours indulgent, on se dit il faut essayer, il faut voir, etc. Et c'est à partir de Benalla que tout a déraillé, en fait. Et là, en fait, je trouve que ça rajoute. Et en plus, il faut savoir que ces révélations autour de Benalla, elles sont venues de médias alternatifs. Et surtout, c'est suite au fait que quand même, il se promenait en Afrique et que c'est remonté partout, en fait. Genre même Taha Bouaf a reçu une photo qu'il a publiée d'ailleurs sur son compte Twitter d'une connaissance qu'il avait au Tchad, qui lui envoie un selfie avec Benalla au Tchad. Genre c'est quand même bizarre. On sait que voilà, Benalla maintenant il est installé à Londres. On sait que voilà, les passeports diplomatiques qui viennent de nulle part. Ce qu'il dit, c'est quand même hallucinant. Il dit qu'on est venu lui déposer dans une boîte les clés des passeports diplomatiques, plusieurs passeports diplomatiques. Et surtout la nouvelle affaire qu'il y a aujourd'hui. Deux. La nouvelle affaire qu'il y a aujourd'hui qui semble tomber, c'est de l'argent. Il y a 600 000 € qui ont transité, selon ce que dit Mediapart, au Maroc. Pour qui est cet argent? À quoi va servir cet argent?
On sait pas. En tout cas, on sait que Vincent Kras, qui est l'autre qui est aussi mis en examen dans l'affaire, est aussi mis en cause. Et d'ailleurs, je m'interroge sur le fait que pourquoi ce nom ne ressort pas aussi autant. Et moi, je trouve ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que voilà, il y a un nom qui sort de plus en plus. Et j'espère qu'on va enfin pouvoir creuser dans cette direction. C'est Alexis Kohler, qui est le secrétaire général de l'Élysée. Et ça serait intéressant de voir quel est son rôle dans tout ça, quelle est sa place, etc. Faiza, est-ce que tu partages l'avis de Youssef et est-ce que finalement, pour répondre à cette grande question, est-ce que finalement le déraillement, j'allais dire, de tous ces différents problèmes que connaît le président Macron, est-ce que ça part de l'affaire Benalla finalement ? Ah oui, moi je suis persuadée que ça ne sert pas du tout l'Élysée que l'affaire Benalla ressurgisse maintenant. Il n'y a pas forcément d'intérêt à faire ressurgir cette affaire. Je pense que ça dessert profondément l'Élysée, ça salit même l'image et la crédibilité même de l'appareil d'État. Et il faut surtout vraiment insister sur le fait que c'est l'affaire Benalla en juillet dernier qui fait dérailler le quinquennat de Macron. C'est ce qui fait que les Français se sont rendus compte que ce nouveau monde qu'il avait promis avec beaucoup de transparence, suite à, on connaît voilà les déboires de l'affaire Fillon pendant la présidentielle, où toute la classe politique se fait semblant de vouloir se remettre en question son fonctionnement, plus de transparence, moins de procédés opaques, machin. Et on se rend compte que finalement l'Élysée procède toujours de la même manière depuis des décennies et que c'est pareil même pour Macron. Donc là, je pense que s'il y a un perdant dans cette affaire-là, c'est l'Élysée et c'est même l'affaire Benalla qui, je pense, a conduit à la défiance et a permis l'émergence du mouvement des Gilets jaunes. Il pourrait être d'ailleurs de nouveau entendu par le Sénat, si on en croit des dernières informations. En tout cas, c'est le souhait et le vœu de quelques sénateurs. Affaire à suivre, j'ai envie de dire. Vos appels 01 40 33 9000. Bonsoir, cher monsieur. Oui, bonsoir. Oui, moi j'appelle justement aussi par rapport à Benalla, par rapport à ce que vous dites en fait. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste votre prénom, cher monsieur ? Mon prénom c'est Abdel. Abdel, vous nous appelez d'où, Abdel ? Moi j'appelle Damien, je suis Damien et je suis vraiment content de pouvoir parler parler à la radio quoi, parce que nous les Français vraiment comme on nous nomme, pas de bas échelle, on n'est jamais invité à la télé ni rien. Et pourtant ça fait moi j'ai 52 ans aujourd'hui et je suis français depuis que je suis français. Et on n'est jamais invité sur les plateaux télé ni rien du tout quoi. Cher Abdel, sachez-le et faites-le savoir autour de vous, le peuple s'exprime tous les jours au quotidien sur France Maghreb 2 dans cette émission en particulier le Grand Forum. Je vous remercie, oui, je vous remercie. Alors Abdel, l'affaire Benalla, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi ça m'inspire que c'est vrai que moi ce qui fait mal en fait c'est l'image de la France en fait, c'est un peu ça. Moi je suis d'origine algérienne, je suis français aussi, et ce qui fait que ça salit un peu l'image de la France. Nous aujourd'hui, moi personnellement, j'ose plus quand je téléphone à droite à gauche dans d'autres pays, j'ose plus dire j'habite en France. Voilà. Ouais, vous parliez de vos origines algériennes, cher Abdel, si je puis me permettre un petit tacle comme ça gentil. En Algérie, on a un peu l'habitude avec ce genre d'affaires, non ? Franchement, l'Algérie, c'est bon encore. L'Algérie, on peut dire que c'est un pays encore qui se développe, quoi, qui se cherche, qui se développe. C'est un pays jeune. Oui, absolument. Oui. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle un de ces quatre parce que là, il se passe des choses un peu particulières en Algérie. Avec ce 5e mandat ou non. Non, mais faudra qu'on en parle. On est là pour parler de tout et sans langue de bois dans cette émission. Après, c'est intéressant ça, la comparaison avec nos pays d'origine, parce que c'est vrai que pendant des années, moi j'ai grandi dans les milieux de gauche, etc., où à chaque fois on disait, la dictature en Algérie, au Maroc, en Tunisie, le détournement d'argent, etc., etc. Mais là, franchement, la France c'est fini quoi aujourd'hui. Ils peuvent plus donner de leçons à personne. Évidemment que ça existait depuis toujours. On le sait depuis De Gaulle, en passant par Chirac, la France-Afrique, etc. Il y a toujours eu, comme j'ai dit tout à l'heure, ces opérations. On a vu avec la guerre en Libye, avec Sarkozy, etc. Mais là, franchement, c'est comme le dit Abdel, c'est tout le monde le sait maintenant à l'échelle planétaire. Donc ça va être très difficile de faire la leçon sur des oligarques, parce qu'aujourd'hui il y a des oligarques qui sont au pouvoir en France, ça faut le savoir. Genre encore une fois, lisez le livre de Joan Branco qui l'explique très bien. Il dit qu'aujourd'hui la France est gouvernée par des oligarques. On parle beaucoup des oligarques russes, des oligarques en Algérie notamment. En Algérie, il faut savoir que Bouteflika et aujourd'hui le régime est complètement pris par des prédateurs, par des oligarques qui se sont enrichis grâce à la manne pétrolière de ces 20 dernières années. Et aujourd'hui en France, on a la même chose. On a des oligarques qui ont une grande influence sur l'Élysée et qui, il faut le rappeler, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils ne payent pas d'impôts. Aujourd'hui en France, tout est mis en œuvre pour que les plus riches, qui sont vraiment une toute petite minorité, ne payent pas d'impôts. Il faut jamais oublier que la plupart des révolutions, elles ont toujours démarré sur la question de l'impôt, notamment en France. Abdel. Oui, alors je réponds juste au monsieur, ce que vous dites,
c'est juste et c'est pas juste en fait. Pourquoi? Parce que moi ça m'arrive de Mende, dans mon pays d'origine, et tout ce qu'on peut dire. Après c'est mon opinion, hein, je respecte toute opinion. Mon opinion à moi, il dit que tout ce qu'on dit sur l'Algérie, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai, puisque l'Algérie veut juste se faire comment, on va dire, il faut des hommes pour commander l'Algérie, parce que l'Algérie fait 5 fois la France. Ouais. Elle est plus grande que la France, donc il faut des hommes pour commander l'Algérie. C'est un peu ça. Et donc c'est un grand pays l'Algérie, hein. Il faut qu'elle soit pas commandée par des rigolos. C'est un petit peu ça. Après, moi je suis fier de l'Algérie telle qu'elle est. Hein. Bon, Abdel, rassurez-vous, Youssef est lui-même algérien. Hein, je suis algérien, c'est parce que j'aime mon pays que je le critique et que je veux le mieux pour mon pays. Et franchement, faut être honnête, ça va pas. Ça va vraiment pas. Après, c'est pas le sujet de l'émission, mais on pourrait développer sur tout ce qui va pas en Algérie. Et là, ça va vraiment pas. Moi, je m'inquiète vraiment pour les Algériens aujourd'hui et pour tout le Maghreb en général. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup Abdel pour nous avoir appelé. Et j'ai bien compris que c'était la première et j'espère que ce ne sera pas la dernière, cher Abdel. À très vite du côté d'Amiens. C'est gentil, merci beaucoup à vous, merci bon courage, merci. Merci à vous. 01 40 33 9000 évidemment pour prendre la parole chaque jour dans cette émission. Alors, Youssef, je profite de ta présence pour faire un peu le point là sur cette année 2019 en matière de militantisme. Pour ça d'ailleurs qu'on t'a pas vu beaucoup durant l'année 2018, en particulier vers cette fin d'année, parce que vous êtes monté au créneau là avec les différentes marches concernant l'affaire Adama Traoré, qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs. On en est où? Enfin, terminé, je veux dire, dans le sens où justice n'a toujours pas été rendue. Non, toujours pas. En attendant, il y a toujours 5 frères d'Adama Traoré qui sont condamnés, qui sont emprisonnés, qui sont éparpillés dans les différentes prisons d'Île-de-France. Donc, Assa Traoré passe son temps de parloir en parloir. Au niveau de l'affaire, bah là, on a eu une expertise complètement ridicule, quoi, vraiment absurde, où on dit que Adama Traoré est mort parce qu'il a couru 400 mètres en 15 minutes. Donc c'est écrit noir sur blanc dans l'expertise. On a organisé une contre-offensive. Déjà premièrement une marche en quelques jours. On a eu quasiment 4000 personnes en très peu de temps. Voilà. En plus avec un large soutien. On a eu le soutien d'Omar Sy, du rappeur Booba, le fameux rappeur, qui soutient énormément la famille Traoré, tout le milieu du hip-hop, le milieu artistique, etc. On a organisé cette marche. On attaque aussi en justice, devant l'ordre des médecins, une experte qui a participé à faire une expertise sur Adama. Qui avait dit qu'Adama avait une pathologie cardiaque, qui avait dit qu'Aliziri aussi, qui a été tué par la police à Argenteuil, avait une pathologie cardiaque. Et en fait, à chaque fois, on a des contre-expertises qui disent que non, en fait, ils n'ont aucun problème cardiaque, que leur cœur va très bien. Donc, qui a clairement menti. Et donc, on l'attaque devant l'ordre des médecins. Donc, on devrait avoir la réponse en 2019. On va aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, organiser une grande marche sur l'Elysée au printemps 2019, en mois de mars, durant la semaine antiraciste. Vous savez, tous les ans, il y a une grande semaine antiraciste à partir du 15 mars. Et on a aussi la grande journée internationale contre les violences policières. C'est une journée mondiale. Et donc, on va profiter de ce calendrier pour organiser une très grande marche sur l'Elysée et puis pour directement interpeller l'Elysée, comme l'avait déjà fait Assa Traoré dans le journal de l'Observateur, où elle avait fait une lettre ouverte au président de la République en demandant que la justice s'applique de la même façon partout, quoi. Tu auras en tout cas l'occasion de nous rappeler tout cela, parce que tu vas être plus présent. Oui. Moi je l'espère, c'est ta résolution. Ouais, c'est ma résolution. Bon, alors on va glisser tranquillement pour aller de Benalla à la Légion d'honneur, puisque parmi les noms qui apparaissent, l'écrivain Michel Houellebecq, mais il n'y a pas que lui évidemment, ils sont quand même pas moins de 406 personnes quand même, de nombreux policiers et pompiers, l'ensemble, la totalité de l'équipe de France, joueurs et remplaçants, 402 personnes réparties, donc à parité apparemment exacte entre hommes et femmes, 345 chevaliers, 42 officiers, 9 commandeurs, voilà entre autres ce que l'on peut avoir, et donc l'écrivain, sulfureux écrivain Houellebecq, qui vend beaucoup de livres, d'ailleurs, faut le rappeler, qui va sortir d'ailleurs un nouveau livre dans les tout prochains jours, qui s'est fait remarquer avec des propos islamophobes régulièrement. Ça t'a choqué, Faiza ? Ah oui, profondément. Alors, je pense que même c'est le pire message qu'Emmanuel Macron pouvait envoyer à une certaine partie de la nation, parce que tout simplement, on est en train de décorer un homme qui participe à la stigmatisation ou à la libération de la parole raciste et qui en plus maintenant est plébiscité pour ça. Est-ce qu'on se rend compte de ce que fait Emmanuel Macron, quoi? Pour moi, franchement, j'étais vraiment choquée. Au début, j'ai cru même à une fake news. Je suis allée chercher pour vérifier est-ce que c'est vrai et tout. Et il est primé en même temps que des joueurs de l'équipe de France qui sont pour certains musulmans. Je pense notamment à N'Golo Kanté et tout. Mais c'est une insulte de
donner un prix à quelqu'un comme ça et en même temps que le moment où on prime la diversité, le sport, voilà, c'est franchement une erreur. Youssef, choqué ou pas? Oui, choqué en même temps. Bon, c'est normal. Je veux dire, à Michel Houellebecq, il n'y a pas que la Légion d'honneur. De toute façon, la Légion d'honneur, c'est une distinction qui vient de l'Empire, qui nous vient de Napoléon. Donc voilà, pour moi, ça n'a aucun symbole. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec Michel Houellebecq, c'est que déjà, il cartonne médiatiquement, il cartonne dans les librairies, mais surtout que c'est vraiment typique des auteurs comme on a pu en trouver dans les années 30 sur les Juifs. C'est-à-dire que vraiment, on a un délire complètement complotiste sur une minorité. Donc dans les années 30, c'était les Juifs. Aujourd'hui, c'est les musulmans. Parce que antisémitisme et islamophobie, c'est les mêmes racines. En fait, ça a la même origine, ça a la même fonction dans la société. Et en fait, c'est impressionnant de voir comment lui, en fait, il va complètement banaliser des idées qui étaient auparavant complètement minoritaires d'extrême droite, et comment maintenant elles sont largement diffusées, reprises dans le débat public. Et c'est ça son rôle d'intellectuel aujourd'hui. C'est vraiment de rendre légal, halal comme on dit même, les idées islamophobes en fait et racistes. C'est complètement complotiste, c'est-à-dire qu'on pense que les musulmans ont une force surnaturelle, qui sont tous connectés entre eux, qui sont tous pareils, qui sont homogènes et qui vont un jour prendre le pouvoir. C'était son livre je sais plus le titre de son livre là, Soumission, où il dit que voilà la France va être gouvernée par un président musulman, etc. Mais c'est complètement absurde, c'est juste impossible quoi. Je veux dire, ça n'arrivera, c'est pas près d'arriver. En tout cas, s'il y a un président qui est d'origine musulmane, enfin qui est de religion musulmane, qui arrive un jour à être président, c'est sûrement pas pour instaurer la charia ni instaurer un émirat, etc. Enfin, c'est complètement absurde et c'est vraiment l'idée que les musulmans ont ce pouvoir surnaturel et qui sont tous connectés les uns avec les autres et surtout avec l'idée de la taqiyya, qui est reprise largement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait semblant. En fait, on a un projet caché et qu'en fait, quand Faiza Ben Mohamed aujourd'hui va à la télé, le fait qu'elle soit pas voilée, qu'elle a les cheveux au vent, etc. Bah ça, c'est vu comme la taqiyya. J'ai vu des gens sérieux dire ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle fait semblant. J'en ai reçu des tonnes, des gens qui me disaient, mais si tu crois qu'on te connaît pas ton petit jeu derrière. En fait, derrière, tu veux voiler toutes les femmes. Voilà. Oui. Je remets ma burqa en sortant de chez Ardisson. C'est ça, ouais. On te l'a jamais proposé ça, Faiza, non hein, de faire le cirque à la télé avec une burqa, non. Si, on me l'a proposé en plus, mais tu le sais. Mais non, on le dira pas. Bon, alors 01 40 33 9000, tiens, un ami de la maison, on peut le dire, de l'émission en tout cas. Bonne année à toi, Charméziane. Comment ça va? Mais bonne année, ça va. Bonne année à tous. Bonne année. Et écoutez, moi je voulais vous apporter un scoop. Il y a quelques jours, un ami de mon fils a pris l'avion pour Riyad. Ouais. Et il y avait dans l'avion Jacques Attali. Ah. Et paraît-il qu'il est un conseiller de MBS. Ah bah non, mais c'est sûr, oui, on le sait ça. Il est conseiller d'MBS, sur notamment voilà. Donc je Riyad crois 2030. que toutes les cartes sont brouillées. Oui, sur les investissements. Oui, sur les investissements économiques. C'est les Français, c'est les seuls à être allés à la grande soirée de lancement. Ouais. Voilà. Sinon, écoutez, pour Houellebecq, je le connais pas particulièrement. Je l'ai entendu, j'en ai entendu parler comme quoi qu'il était islamophobe. Mais bon, c'est son droit après tout, hein, il fait ce qu'il veut. Bah non, l'islamophobie c'est un délit. Bah non, c'est avoir peur. Bon, on peut avoir peur de tout et de rien. Hein. C'est pas un problème. Non, du moment qu'on n'attaque pas les gens, c'est ça qu'il faut pas. C'est stigmatiser une population à des fins racistes. Ouais, ce qui est pas la même chose. Ouais. Merci, Méziane. C'est pas une opinion. Je veux pas rentrer dans la sémantique parce que ça peut être compliqué. Ouais, mais c'est important, Méziane. Tu sais, il y a aucun mot qui est parfait. Hein. On se bat justement contre cette sémantique. Moi, je demande pas aux gens de m'aimer. Je demande de me respecter. C'est deux oui, bien sûr. Mais islamophobie, c'est le terme qu'ont choisi les victimes de racisme qui touchent les musulmans. Donc il faut le respecter, quoi. Oui, tu sais, c'est comme antisémitisme. Antisémitisme, c'est pas un mot parfait non plus. Tu sais, les sémites, c'est aussi les arabes. Et pourtant, on l'accepte. Voilà, aujourd'hui, moi, j'ai pas de problème à dire que voilà, l'antisémitisme, c'est le racisme qui touche les juifs. Oui. Voilà, c'est pas un mot parfait non plus. Il y a aucun mot qui est parfait. Sinon, moi, je voulais, pour finir, j'ai entendu donc le président de la République de faire ses vœux là. Le 31, oui. Je crois que moi, je le prends pour un logiciel. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'âme qui transpire. Il n'y a pas de. C'est un cerveau électronique, mais derrière un robot, un logiciel, il n'y a pas d'âme. Donc, c'est de l'intelligence sans esprit. Pas mal, bien vu. Voilà. Merci, Méziane.
Je vous souhaite une bonne année 2019 quand même et vive les gilets jaunes. Ah bah, vive selon toi, mon cher Méziane. Merci beaucoup, Méziane. Oui, merci. Voilà. Vive-toi. Vive-toi, hein, 01 40 33 9000. En tout cas, mais c'est vrai que Houellebecq vend beaucoup de livres. C'est un Comme écrivain. Zemmour. Oui, absolument. Ils vendent beaucoup de livres à l'image de Zemmour. Mais est-ce que franchement, le fait de lui remettre cette Légion d'honneur, est-ce que ça va, c'est quoi? C'est pour peut-être saluer son travail littéraire, c'est pour saluer son engagement, ses positions, c'est quoi, Faiza? Non, mais on peut pas saluer son œuvre littéraire. Je crois que Emmanuel Macron ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Il s'évertue, il fait des pieds et des mains pour se dissocier et essayer de mettre de côté et de diaboliser les extrêmes, que ce soit la gauche comme la droite. Et là, il décore un homme qui banalise complètement le discours islamophobe, qui est complotiste, qui fait du mal à la cohésion de la nation. Il peut pas faire ça, il peut pas croire qu'il peut décorer une œuvre littéraire, c'est pas possible. Sinon, moi aussi, à ce moment-là, je peux commencer à écrire n'importe quoi avec des appels à faire des folies, et puis je trouverais que c'est bien écrit, donc je réclamarais une décoration. Non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Je rajoute une chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que les livres, l'industrie du livre est en crise, d'accord? Vous savez que dans les années 30, j'aime bien parler de cette époque-là, parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui. Louis-Ferdinand Céline, qui est un auteur, qui est un brillant auteur, mais qui a écrit des livres incroyables, comme Voyage au bout de la nuit. Faut savoir que en fait, il avait sorti un livre qui avait fait un flop total commercialement. Et l'année d'après, il décide de faire un livre antisémite et il cartonne. Et il vit de ça. Il vit de l'antisémitisme en fait. Et en fait aujourd'hui en France, si tu veux vendre, tu mets des mots-clés, tu parles d'islam et ça marche. Le livre Inch'Allah, fait par 2 journalistes du Monde qui ont fait un super travail sur le mandat de Hollande, vous vous souvenez, c'est eux qui avaient sorti le livre sur Hollande, sont obligés de descendre, mais de descendre à un niveau de journalisme, un niveau de littérature tellement bas, voilà, parce qu'aujourd'hui ils ont besoin, je sais pas, peut-être qu'ils ont besoin d'investir dans une piscine ou dans un truc comme ça chez eux, et ça marche, puisque Inch'Allah est monté directement en tête des ventes chez Amazon en tout cas. Il était premier, juste derrière Éric Zemmour. Et donc aujourd'hui, avant tout, il y a aussi cette dimension-là aussi. C'est qu'aujourd'hui, l'islam, ça fait vendre énormément. Et on le voit aussi avec les titres, les unes des journaux, des magazines, etc. Ah, bien sûr. On sait que ça explose. On sait que Charlie Hebdo, quand il était en crise, a explosé ses ventes sur la question des caricatures du prophète. Oui, c'est vrai. Salim, qui est de retour avec nous et qui donc là intervient au bon moment, j'ai envie de dire. Bonsoir, rebonsoir Salim. Bonsoir, oui, merci de me recevoir. En fait, donc je voulais parler de cette breloque qu'a reçu Houellebecq pour la rentrée là, de janvier donc 2019. Et je voulais juste parler, moi, de l'article de Gavin Bode, l'Écossais qui est traducteur et ami intime depuis 20 ans de Houellebecq, qui a écrit un livre qui s'appelle Mémoire d'Outre-France aux éditions des Équateurs en 2016. Donc Houellebecq, il avait sorti Soumission à l'époque, le livre où il mettait un président arabe musulman à la tête de la France, etc. Et dans lequel il explique une soirée avec Houellebecq, dans le 13e arrondissement chez Houellebecq, où il lui disait, bien arrosé, bien alcoolisé, il lui disait j'aurais dû appeler Marine Le Pen et faire une interview pour appeler à la guerre civile contre les musulmans. Donc c'est écrit noir sur blanc dans ce livre qui est vendu en France, et noir sur blanc, vous pouvez le trouver dans l'Obs. Il y a eu même une check news, ils ont vérifié l'information aujourd'hui. Libération, pourquoi je dis l'Obs? C'est Libération. Donc vous pouvez le vérifier, hein, il y a aucun souci. Donc pardon, c'est le Nouvel Obs a priori qui aurait sorti le premier. C'est eux qui est exclusif, ils ont eu l'exclusivité. Bon, c'est un truc qui date de 2016. Hein. Oui. Donc on a un type qui dit qu'il veut appeler à tuer du musulman dans une guerre civile, en appelant à voter Marine Le Pen à l'époque, et il est décoré. Alors moi je ferai 2 réflexions. Imaginez qu'il aurait fait ça sur les Juifs. Moi, je pense sincèrement, sans aucune exagération, qu'il aurait été décapité. Enfin, il aurait été, je sais pas ils auraient remonté la guillotine à la place de Grève. Ça, c'est une évidence. Et deuxième chose, je sais pas si vous avez remarqué, moi, j'appelle plus ça la Légion d'honneur, c'est la Légion du déshonneur. Le nombre de pédophiles, de voleurs, de criminels, d'assassins qui ont eu la Légion d'honneur, c'est effrayant.
Juste Jacques Servier, qui a tué des milliers de personnes avec l'Isoméride et le Mediator, il était commandeur. Harvey Weinstein a eu la Légion d'honneur. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que vous parliez de Céline, Louis Ferdinand juste à l'instant. Il disait autrefois on pendait les voleurs aux croix, aujourd'hui on pend les croix aux voleurs. En fait, c'est juste une indignité que d'être pour moi c'est mon avis, hein, que d'être récipiendaire de la Légion d'honneur. C'est juste une honte en fait. Il y a tellement de voyous. J'avais été attaqué en justice par le patron de Skyrock, Pierre Bélanger, parce que je l'avais traité de délinquant sexuel, parce qu'il avait été condamné par la justice pour ça. Et il a la Légion d'honneur, on ne lui a pas enlevé. Il a été condamné par la justice et la Légion d'honneur ne lui a pas été retirée. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Eh ben c'est dit, Selim. Merci beaucoup, à très bientôt, Selim. Je vous remercie, à très bientôt, Charles, au revoir. Merci. 01 40 33 9000. C'est vrai que quand on entend ça, c'est plutôt la Légion de la déshonneur, non, Faiza, non? Ouais, je suis un petit peu d'accord. Enfin, voilà, mais il n'empêche que ça n'en demeure pas moins une décoration nationale qui est remise par le président de la République. Elle a quand même, qu'on le veuille ou non, elle a quand même une valeur qui est symbolique. On la remet pas non plus à tout le monde et n'importe qui. Emmanuel Macron doit peser le mérite de la personne et franchement, c'est là pour Houellebecq, pour moi vraiment ça m'échappe là. En tout cas, on est tous d'accord que l'équipe de France, dans son entièreté, l'a mérité. Même les remplaçants, ils l'ont eu? Même les remplaçants, tout le monde. Tout le monde. Nabil Fekir, il l'a eu. Oui, même Florian Thauvin de Marseille, il l'a eu. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Énorme. Bon, un petit truc avant le zapping, parce qu'on en oublie quand même quelques infos essentielles. Sachez qu'aujourd'hui, il y a un nouveau président brésilien, Bolsonaro, qui a ainsi déclaré, vous vous en souvenez, à une parlementaire d'ailleurs, je ne vous violerai jamais parce que vous ne le méritez pas. Hier, discours un peu plus consensuel, hein, à l'occasion de son investiture. Bolsonaro a promis de respecter, de donner une nouvelle vigueur à la démocratie pour appliquer son programme. Le premier chef d'État d'extrême droite élu au Brésil s'est entouré d'une équipe de 22 ministres, gouvernement qui compte plus de militaires que l'équipe du général Castelo Branco arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État. Quand même, ça avait le mérite d'être salué quand même pour le coup. Oui, bah oui. Plus d'hommes, et il faut noter la présence de Benjamin Netanyahou. Et d'Orban. Ah oui, d'Orban. Ils étaient présents. Alors que beaucoup de présidents dans le monde ont boycotté. Oui. Eux, ils y ont été. Oui. Ah oui, Netanyahou et Orban. Bah, ils sont alliés de toute façon, Orban et Netanyahou. Bah oui, savoir, hein. Ils sont alliés tous les deux, d'ailleurs, contre George Soros. Oui. Non mais l'extrême droite au Brésil, ça t'a surpris quand même, Faiza, Youssef, avant de demander Faiza? L'extrême droite au Brésil? Oui. Bah franchement, après le problème c'est un État très compliqué, enfin c'est un pays très compliqué qui est divisé en plusieurs États. Après, au début, ça m'avait surpris, mais après en lisant, notamment via des amis militants brésiliens de Paris, en fait c'était prévisible parce qu'en fait le PT, le Parti des travailleurs, donc de Lula puis de Dilma Rousseff, en fait ont fait plusieurs erreurs quand même. Ils ont fait plusieurs erreurs de gestion, les scandales de corruption, etc. Ça a fait qu'il y a eu une désillusion et du coup une démobilisation de l'électorat populaire. Parce qu'il faut savoir que Bolsonaro, donc il y a des cartes très bien faites qui ont été sorties dans Le Monde, etc., a été élu vraiment par les zones riches et surtout par la population blanche en fait. Parce qu'il faut savoir que c'est un pays très ségrégué, racialement hiérarchisé, etc. C'est-à-dire que plus on est foncé de peau, plus on est en bas de l'échelle sociale. Ouais. Et donc en fait c'était quand même, en regardant ça de près, le fait que voilà dans les quartiers populaires ça n'avait pas voté, etc., ce qu'avait réussi à faire Lula. Voilà, c'était prévisible, mais je pense qu'à mon avis, ça va être le cas au Brésil. Faiza, tu le sens comme ça? Ouais, je pense que le Brésil, ça va pas tarder, à mon avis, à exploser dans pas très longtemps, parce que on sait très bien que les candidatures d'extrême droite, quand elles aboutissent à une victoire, les gens pensent voter pour l'antisystème et veulent en réalité ils veulent juste rompre avec le système politique actuel et quand ça va leur revenir au visage comme un boomerang, ça va être hyper compliqué parce que Youssef l'a rappelé, il y a énormément de ségrégation notamment au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine, c'est compliqué. Là, ça va être vraiment difficile. Info aussi, le plus de l'info de ULGF sur France Maghreb 2, Faiza Ben Mohamed, Youssef Brakni. Après le Brésil, justement, c'est au tour du Honduras d'envisager d'ouvrir une ambassade à Jérusalem. Le pays va débuter les pourparlers avec Israël en présence des États-Unis. En mai dernier, Washington, vous en souvenez, avait déménagé officiellement son ambassade à Jérusalem. La grande majorité de la communauté internationale, rappelons-le, ne reconnaît pas Jérusalem comme capitale d'Israël. Dans le pays, la majorité
activités des ambassades sont donc situées à Tel Aviv, donc le Honduras qui va rejoindre probablement le Brésil qui, lui, elle avait promis, il le ferait. Hein. Donc, ouais, mais c'est pas étonnant, c'est tout le gouvernement de droite en fait, féodé aux États-Unis qui emboîte le pas au tonton, quoi. Et puis sachez qu'on n'en a pas beaucoup parlé aussi dans les médias. Il y a eu une attaque au Mali qui a quand même fait 35 morts. 37 pardon, exact. 37 peuls. Pas un mot dans les médias, des chaînes d'infos en France, rien, quasiment rien. Et puis beaucoup aussi, d'enfants, beaucoup de femmes et d'enfants. Oui, absolument. Puis au Danemark aussi, 6 personnes ont été tuées aujourd'hui dans un accident de train. Il est survenu sur un pont reliant 2 îles. Voilà, ce que selon certains médias, le toit d'un train de marchandises a été emporté par des vents violents. Il a percuté un train de voyageurs qui circulait donc en sens opposé. Le drame, voilà, a eu lieu au Danemark, là aussi. Dans un instant, zapping sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous encore une fois au nom de toute l'équipe du LGF. Une magnifique, très belle année 2019 et surtout et avant tout la santé. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct, le LGF avec Youssef Brakni, Faiza Ben Mohamed, en ce mercredi 2 janvier 2019. Allez, va falloir s'y faire, on sait qu'il y a quelques erreurs en début d'année, notamment quand on fait des chèques, on se trompe. Alors, on se croit toujours en 2018. Et oui, nous sommes bien en 2019, ça y est, c'est parti. Voici le zapping, messieurs, dames. Il est très court ce zapping parce que beaucoup d'émissions sont en vacances et il y a beaucoup de replays à la télé, mais aussi à la radio d'ailleurs. Allô quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors pour ce zapping et pour démarrer cette année 2019, le premier zapping, il était l'invité ce matin de RTL, Benoît Hamon. Un petit mot concernant le président de la République, Emmanuel Macron, et surtout sur l'affaire Benalla. Avant de nous séparer, Benoît Hamon, un mot pour terminer sur l'affaire Benalla, qui n'en finit pas d'ailleurs de nous surprendre. Vous dites quoi? Que c'est une polémique inutile, une affaire d'État, que c'est grotesque? Comment évaluez-vous la situation? Moi j'ai envie de dire au président de la République, mais faites-vous un peu respecter, quoi. Et respectez-nous, vous vous en respectez. J'ai trouvé Emmanuel Macron d'une incroyable faiblesse. On nous prêtait d'avoir un président de la République fait d'un bois qui était un bois presque sacré, un vrai dur, mais il est d'une faiblesse incroyable. Ce que révèle Alexandre Benalla, c'est la faiblesse d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'affaire Benalla, il n'y a qu'une affaire Macron. L'affaire Macron, c'est que notre président est faible. C'est que notre président aujourd'hui est seul et faible. Et c'est ça qui m'inquiète. Parce que je vois le président de la République singer les grandes figures historiques. Un jour De Gaulle, un jour Bonaparte, un jour Louis XIV. Mais il doit s'expliquer sur Benalla, une fois de plus? Si effectivement il a continué à entretenir une correspondance avec Alexandre Benalla, on aimerait bien savoir de quoi il a parlé quand on sait ce qui est reproché à Alexandre Benalla. Mais honnêtement, si plus on en termine avec cette affaire et plus vite on en viendra aux questions essentielles. Mais je trouve que ça en dit beaucoup sur l'incroyable faiblesse du président de la République. C'est marrant, faiblesse, le mot employé par Benoît Hamon, celui qui a fait 6% au présidentiel et représentant le Parti Socialiste, ça me fait un peu rigoler, pas juste en passant quand même. Ouais. Non, je sais pas, Youssef. Ouais, c'est sûr, non, c'est clair qu'il est mal placé. Après, il prend sa petite revanche, quoi. Ouais. Parce tout son camp a déserté pour Macron. Alors il prend une autre revanche vis-à-vis de Mélenchon là, qu'il a attaqué parce qu'apparemment Mélenchon a eu des mots assez élogieux envers Éric Drouet du mouvement un des leaders du mouvement des Gilets jaunes qui, vous le savez, a été placé en garde à vue d'ailleurs il y a quelques jours. Benoît Hamon, Faiza, il prend sa revanche là, il est dans un esprit revanchard. Moi je le trouve cruel là, parce que cruel carrément. Non mais déjà je le dis, j'ai voté pour lui à la présidentielle. Donc je fais partie de ces 6% qui ont voté pour lui, mais je pense qu'il a... Sérieux ça ? Elle a voté avant, bah oui, pourquoi ? Au troisième tour. Purée, t'as craqué là. Non, je te jure, mais il était bien. Moi, je trouve qu'il a des bonnes idées, Benoît. C'est Bilal Hamon qui t'a convaincu. Son étiquette PS, il a fait une bonne campagne. Je suis venu le voir ici en meeting, je suis ressorti dans ma tête, je me suis dit c'est bon, s'il est président, on est bien. Mais bon, après on peut pas savoir après ce qu'il réserve une fois élu. Ouais. Mais je pense qu'il a payé le prix de son étiquette PS, il a payé le prix du mandat de Manuel Valls.
tout simplement. Mais après, quand il dit on aimerait bien savoir de quoi Macron parle avec Benalla, moi je suis pas d'accord. Enfin, s'ils ont franchement, je me fiche de savoir le contenu de leur message. En réalité, s'ils veulent se parler, il peut y avoir même des liens personnels qui sont nés de cette relation qui était à la base professionnelle. La question du voyeurisme, là, des messages, de qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait et tout, franchement, pour une fois, je vais défendre Macron, je m'en fiche. Très bien. Alors, dernier petit truc dans le zapping, c'est un gilet jaune qui tacle une députée. Ça se passe en direct et sur LCI, et il a insisté, ce gilet jaune, concernant la violence policière que ses camarades, mais aussi lui, ont subi. Moi, je voudrais dire que M. Castaner, fait état d'une très grande violence, d'une plus grande violence que les casseurs. 4000. Qu'est-ce que ça veut dire, une plus grande violence? Je vais vous dire, il est le chef des forces de maintien de l'ordre. Il est le chef de la police. Il y a eu 10 gilets jaunes morts, dont une dame sous l'effet de l'explosion d'une grenade tirée par les forces de l'ordre. Que je sache, il n'y a eu aucun fonctionnaire de police décédé sous les coups de casseurs. Non mais attends, je suis en train de dire. C'est de tuer des fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction. Je dis que l'État a fait faire à ses forces de l'ordre un usage de la violence disproportionné. 15 à 20 personnes dont l'œil, qui n'ont plus d'œil pour toute la vie. Pour des manifestations illicites. Madame, non, mais ça ne justifie pas de tirer dans l'œil d'une jeune femme de 20 ans, étudiante à Amiens, d'un jeune homme hier à Nantes qui est entre la vie et la mort. Madame, ça ne justifie pas de tirer des balles qui tuent. Ça ne justifie pas ça, madame. Ça ne justifie pas. Vous justifiez que la police... des balles qui tuent. Voilà pour l'extrait en tout cas sur LCI, donc concernant les violences policières. Pour le coup, la députée qui dit oui, mais attention, c'est des manifestations interdites, machin truc. Oui, mais ça ne justifie pas la violence. On est tous d'accord là-dessus quand même. Ouais, mais après, ce qui est intéressant sur la question, ce que vivent là aujourd'hui les gilets jaunes autour des violences policières, c'est que en fait, tout ce qu'on disait depuis des années. Tout ce qu'on n'a pas arrêté de dire, nous, quand on a dit dans les quartiers populaires, la question des violences policières, le fait que le flashball était déjà utilisé dans les quartiers, les blindés étaient utilisés dans les quartiers. En fait, on a été, entre guillemets, à l'avant-garde de la répression, quoi. Et donc, c'est bien que maintenant, tout le monde se rende compte que la police, en fait, elle est au service d'un ordre social, quoi. Parce qu'en fait, elle est là pour répondre à des ordres. Point barre. Bon, alors il nous reste à peine une petite minute. On va accueillir Tarek Mami qui souhaite évidemment présenter ses vœux pour cette nouvelle année. Bonjour Tarek. Bonjour Tarek. Allez-y, t'as un petit mot. Oui, Ta aussi qui est arrivé, alors il arrive à 55. Salut Ta. Désolé, je tiens à m'excuser. Comme vous pouvez peut-être l'entendre. Non, on l'entend pas. Non, on l'entend pas du tout. J'ai une voix toute petite parce que je suis un peu malade, donc là j'étais au médecin, c'est pour ça que j'ai pas pu venir sur cette émission, mais je compte bien me rattraper très rapidement à l'antenne de France Maghreb. T'as eu peur de Faiza, vous le. Je rajoute pour vous terminé. Pour vous excuser, vous ferez un tweet. Voilà, un petit tweet. Voilà. On t'excuse. Et tu parles pas de Zineb Ezraoui, s'il te plaît. Voilà. Un tweet normal. Tarek. Bonjour Christophe. Bonsoir. Bonne année d'abord. Oui, voilà pour ça. Alors bonjour Christophe, bonjour Faiza, bonjour Youssef, bonjour à toutes et bonjour à tous. Juste pour vous souhaiter dans cette première émission d'LGF 2019 une très belle année, qu'elle vous apporte, d'après moi, d'abord de la bonne santé. Et ensuite, tout ce que vous souhaitez faire, parce que quand vous avez la bonne santé, vous avez la tête libre et vide pour attaquer aux discriminations, à tout ce qui marche pas, partout dans votre vie personnelle et votre vie familiale. Mais si vous êtes un peu fatigué, un peu malade, vous pouvez pas vous affronter cette année difficile. Bonne année à tous. Merci Tarek. Et je vous donne rendez-vous vendredi. Merci à tous. Merci Youssef, merci Faiza. Rendez-vous demain à partir de 16h avec Yasser Louati et Audrey Pronosti. Tout de suite, le point de l'actualité des 18h avec nos confrères de RFI pour les dernières infos évidemment. Avant de retrouver dans un instant l'excellent Medjay pour la suite des programmes jusque 20h sur France Maghreb 2. Une actualité bien chargée. À demain 16h si vous voulez bien pour le grand forum bel et bien là sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb